Adrian Moreau n'aurait jamais pensé qu'une décision prise en une fraction de seconde sur un trottoir pluvieux allait tout changer. Ce père célibataire rentrait chez lui après son service de nuit quand il a vu une femme se faire agresser. Sans réfléchir, il s'est précipité pour l'aider et s'est fait poignarder dans les côtes. La femme qui l'a sauvée s'est avérée être Evelyn Langford, l'une des milliardaires les plus puissantes de la ville. Quand Adrien a refusé son argent, elle a trouvé un autre moyen de l'aider en lui proposant un boulot qui lui donnerait, à lui et à son fils de 7 ans, la stabilité dont ils avaient désespérément besoin. Mais le monde d'Evelyn cache des secrets, et Adrien découvre rapidement que l'agression n'était pas le fruit du hasard. Alors que leur relation pro devient perso, ils doivent tous les deux affronter leur passé et décider s'ils peuvent se faire confiance. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là sur le trottoir ? Et pourquoi Evelyn marchait-elle seule, sans ses gardes du corps habituels ? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le son strident du réveil a transpercé l'obscurité à 4 heures du matin, comme tous les jours de la semaine depuis 3 ans. Adrien Moreau sortit du lit dans un silence habitué, son corps protestant contre l'heure matinale, mais son esprit déjà concentré. En cette nouvelle journée, le petit appartement semblait encore plus petit dans la pénombre précédant l'aube, les ombres s'étirant sur la moquette usée et les meubles d'occasion qui avaient connu des jours meilleurs. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine, prenant soin de ne pas réveiller Louis, dont la porte de chambre restait fermée au bout du couloir étroit. La cafetière se mit en marche, l'un des rares appareils électroménagers qui fonctionnaient encore correctement dans leur modeste logement. Pendant qu'elle préparait le café, Adrien ouvrit le frigo et examina ce qu'ils avaient pour le petit déjeuner. Il restait 2 œufs, une demi-miche de pain et assez de lait pour les céréales de Louis. Il faudrait faire avec jusqu'au jour de paix. Le robot cassé était posé sur le comptoir de la cuisine, là où Louis l'avait laissé la veille, le bras pendu par des fils dénudés. Adrien avait promis de le réparer, mais il fallait des pièces qu'il ne pouvait pas se permettre et du temps qu'il n'avait pas. Il prit quand même la petite figurine et examina les dégâts avec l'attention d'un père qui savait que ce n'était pas juste un jouet. C'était l'une des rares choses qui rendaient son fils heureux. « Bonjour, mon grand », murmura Adrien en secouant doucement Louis pour le réveiller à 5h30. Les yeux du garçon de 7 ans s'ouvrirent lentement, brillants de confiance et d'amour malgré l'heure matinale. « C'est déjà l'heure d'aller à l'école ?» demanda Louis, la voix encore endormie. « Pas encore. Papa doit aller travailler tôt aujourd'hui. Tu te souviens ? Madame Chen t'accompagnera à l'école. » Louis acquiesça solennellement, comprenant mieux que n'importe quel enfant les responsabilités des adultes. Il s'habilla sans se plaindre, une compétence qu'il avait acquise par nécessité. Adrien observa les gestes prudents de son fils, ressentant la douleur familière dans sa poitrine qui accompagnait le fait de savoir que Louis avait grandi trop vite. Ils s'assirent ensemble à la petite table de la cuisine, partageant des œufs brouillés et des toasts, tandis que les informations du matin passaient doucement sur leur vieille télévision. Adrien écoutait d'une oreille distraite les reportages sur les fusions d'entreprises et les cours de la bourse, un monde qui aurait tout aussi bien pu exister sur une autre planète tant il était éloigné de leurs difficultés quotidiennes. « Papa ». La voix de Louis était hésitante. La mère de Tommy l'emmène voir ce nouveau film ce week-end, celui avec les robots. La main d'Adrien s'immobilisa sur sa tasse de café. Il savait ce qui allait suivre. Il avait entendu des variantes de cette conversation d'innombrables fois. « Ça a l'air sympa, mon grand. On pourrait peut-être aller le voir aussi ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de tout ce qu'Adrien ne pouvait pas offrir. Des billets de cinéma, du pop-corn, le simple plaisir d'une après-midi dehors. Des luxes que les autres familles considéraient comme acquis, mais qui dépassaient largement leur budget. « On verra », dit Adrien doucement, se détestant pour cette réponse évasive dont ils savaient tous les deux qu'elle signifiait non. « On pourrait peut-être regarder un film à la maison ce week-end, faire du pop-corn sur la cuisinière, » dit Louis, le visage illuminé d'un enthousiasme forcé. « Oui, ce sera encore mieux. On pourra mettre en pause quand on veut. » La résilience dans la voix de son fils brisa le cœur d'Adrien. À 7 ans, Louis avait déjà appris à trouver des aspects positifs dans la déception, à accepter moins avec une grâce qui faisait honte aux hommes adultes. C'était une force née de la nécessité, et Adrien admirait et détestait à la fois les circonstances qui l'avaient favorisé. Alors qu'ils finissaient leur petit déjeuner, l'esprit d'Adrien vagabondait vers Sarah, comme souvent pendant ces moments calmes du matin. Sa femme était partie depuis 3 ans maintenant, emportés par un cancer qui s'était battu plus fort que leur couverture d'assurance. Les frais médicaux avaient englouti leurs économies, les avaient obligés à quitter leur petite maison pour cet appartement et avaient transformé Adrien, ouvrier du bâtiment stable, en un homme qui nettoyait des immeubles de bureaux au milieu de la nuit. Sarah aurait su quoi dire à Louis à propos du film.
Elle aurait trouvé un moyen de faire de leur soirée cinéma à la maison une grande aventure, plutôt qu'un lot de consolation. Adrien faisait de son mieux, mais il y avait des moments où il ressentait le poids écrasant d'être à la fois la mère et le père d'un garçon qui méritait bien plus que ce qu'un seul parent débordé pouvait lui offrir. « On ferait mieux d'y aller », dit Adrien en regardant l'heure sur son téléphone. « Madame Chen va bientôt arriver pour t'accompagner à l'école. » Louis acquiesça et lui donna une étreinte si forte qu'Adrien faillit perdre l'équilibre. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon grand. Sois sage à l'école, d'accord ?» Adrien attrapa sa veste de travail usée et sortit dans la grisaille matinale. Le boulot dans le bâtiment qu'il avait perdu après la mort de Sarah était mieux payé, mais les horaires étaient irréguliers, ce qui rendait la garde des enfants difficile. Le boulot de concierge au complexe Meridian Office était moins bien payé, mais offrait des gardes de nuit prévisibles, pendant que Louis dormait. Ce n'était pas idéal, mais ça leur permettait de manger et d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Le trajet en bus à travers la ville donnait à Adrien le temps de réfléchir, en regardant la ville se réveiller autour de lui. Les autres passagers tenaient leur tasse de café et regardaient leur téléphone, la plupart d'entre eux habillés pour des emplois de bureau qui leur rapportaient des salaires dont Adrien ne pouvait que rêver. Il ne leur en voulait pas de leur succès, mais il se demandait parfois quel choix ou quelles circonstances les avaient amenés à occuper ces sièges, alors qu'ils se rendaient nettoyer les immeubles où ils travaillaient. Le complexe de bureaux Méridien s'élevait sur 30 étages au-dessus du quartier des affaires du centre-ville, sa façade de verre et d'acier reflétant le soleil matinal. Adrien passa par l'entrée de service, saluant d'un signe de tête le gardien de sécurité qui leva à peine les yeux de son journal. L'équipe de nettoyage de nuit était déjà en pleine action. Le bâtiment bourdonnait de l'efficacité silencieuse d'un travail invisible. La section d'Adrien comprenait les étages 15 à 20. Des bureaux de direction où des décisions valant des millions de dollars étaient prises pendant la journée. Il se déplaçait dans les espaces avec une efficacité acquise par l'expérience, vidant les poubelles, passant l'aspirateur sur les tapis et essuyant les surfaces qui seraient à nouveau impeccables lorsque leurs occupants arriveraient. Parfois, ils s'arrêtaient devant les baies vitrées pour admirer la ville qui s'étendait à l'horizon. De cette hauteur, les problèmes de la rue semblaient lointains et gérables. Ici, entouré des symboles du succès et du pouvoir, il était facile d'imaginer une vie différente où les billets de cinéma à 14 $ n'étaient pas des décisions qui ruinaient le budget. Mais Adrien avait appris depuis longtemps que vouloir une vie différente et être capable de la créer étaient deux choses complètement différentes. Il se concentrait sur le boulot à faire, fier de le faire bien, même si personne ne le remarquait. Chaque surface qu'il nettoyait, chaque poubelle qu'il vidait était un pas vers une vie un peu plus stable pour Louis. Son chef d'équipe, Marcus Rodriguez, le trouva vers midi, alors qu'Adrien terminait le 19e étage. Marcus était un type bien, compréhensif envers la situation d'Adrien et flexible lorsque des urgences survenaient avec Louis. « Moreau, tu as une minute ?» Le ton de Marcus était décontracté, mais Adrien perçut l'inquiétude sous-jacente. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» La direction de l'immeuble pose des questions sur les coûts des heures supplémentaires. Ils cherchent à réduire les dépenses. Marcus baissa la voix. « Je ne dis pas que ton poste est en danger, mais ils surveillent de près les chiffres ces derniers temps. » Adrien sentit son estomac se nouer. Titan. Les heures supplémentaires étaient ce qui permettait de boucler leur budget. La différence entre s'en sortir de justesse et prendre du retard dans le paiement du loyer. « Je comprends. Je vais m'assurer d'être plus efficace. Tu es l'un de mes meilleurs employés, Adrien. Ne change rien à ta façon de travailler. Sois juste visible, tu vois. Assure-toi qu'il voit ta valeur. » Après le départ de Marcus, Adrien a continué sa tournée avec une concentration renouvelée, même si son esprit était occupé à faire des calculs. Sans heures supplémentaires, il n'aurait pas assez d'argent pour payer le loyer. Il pouvait chercher un deuxième boulot, mais ça voulait dire passer moins de temps avec Louis, laisser son fils plus souvent aux soins des voisins et des baby-sitters. Le choix entre la stabilité financière et être présent en tant que père était un dilemme auquel Adrien était constamment confronté. Sans réponse satisfaisante, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du bureau. Quand Adrien rentra enfin chez lui, le trajet en bus à travers la ville lui parut plus long que d'habitude, son corps fatigué par le travail physique et son esprit alourdi par l'inquiétude. Il avait appris à compartimenter ses préoccupations pour se concentrer sur les besoins immédiats plutôt que sur les grandes questions qui n'avaient pas de solution facile. Louis l'attendait. Quand il est arrivé à la maison, les devoirs étaient étalés sur la table de la cuisine sous l'œil vigilant de Madame Chen. La vieille voisine avait été une bénédiction depuis la mort de Sarah, intervenant pour aider sans qu'on le lui demande et refusant les tentatives d'Adrien de la payer pour la garde d'enfants. « Comment ça s'est passé à l'école, mon grand ?» demanda Adrien en s'installant sur la chaise à côté de son fils. « Bien, on a étudié le système solaire. Tu savais que Jupiter a plus de 70 lunes ?»
Adrien sourit devant l'enthousiasme de Louis. Quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés, la curiosité et la joie de son fils restaient intactes. « Je ne savais pas ça. C'est incroyable. » Alors qu'ils faisaient ensemble les devoirs de maths de Louis, Adrien mit de côté ses soucis concernant les heures supplémentaires et le budget. C'était ça qui comptait. Ces moments de complicité, la fierté tranquille qu'il ressentait en voyant Louis résoudre ses problèmes avec la détermination héritée de ses deux parents. Plus tard, alors que Louis jouait tranquillement dans sa chambre et qu'Adrien préparait un dîner simple, il repensa au choix qui les avait amenés là. Il aurait pu choisir la voie la plus facile après la mort de Sarah, accepter l'offre de sa sœur de revenir à Lyon, où la famille pourrait les aider avec Louis. Mais c'était dans cette ville que Sarah était enterrée, que leurs souvenirs vivaient, que les amis et l'école de Louis lui apportaient de la stabilité. Certaines nuits, Adrien se demandait s'il n'était pas égoïste, en gardant son fils dans des conditions plus difficiles que nécessaires. Mais ensuite, Louis riait devant quelque chose à la télé, lui montrait un dessin fait à l'école ou s'endormait blotti contre lui pendant leur soirée cinéma du week-end. Et Adrien savait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Le robot cassé était toujours posé sur le comptoir, ses orbites vides semblant observer Adrien qui s'affairait dans la cuisine. Il décida qu'il trouverait le temps de le réparer correctement le lendemain. Il devait y avoir un moyen de faire fonctionner les choses, d'être le père que Louis méritait tout en préservant la stabilité et la sécurité de leur petit monde. Adrien Moreau ne pouvait pas savoir que dans quelques heures, un moment de courage instinctif allait tout changer dans leur vie soigneusement construite. La pluie commença à tomber juste au moment où Adrien finissait son service à minuit. Une pluie fine et régulière qui rendait les rues de la ville glissantes et réfléchissantes sous les lampadaires. Il resserra sa veste usée en sortant du complexe de bureau méridien, saluant d'un signe de tête le gardien de sécurité qui s'installait pour une autre longue nuit à surveiller les couloirs vides. Le corps d'Adrien était endolori, comme souvent après des heures de travail physique. Le bas de son dos protestait contre les flexions et les soulèvements constants. Ses genoux lui rappelaient qu'il n'avait plus 25 ans. Le double service qu'il avait effectué pour rattraper les heures supplémentaires perdues avait transformé sa nuit habituelle de 6 heures en un marathon épuisant de 10 heures. Mais l'argent supplémentaire lui permettrait de financer la prochaine sortie scolaire de Louis. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Une marche qu'Adrien avait faite plein de fois à travers des quartiers qui allaient du quartier des affaires propre au quartier tranquillement désespéré. Ce soir-là, la pluie donnait un aspect différent à tout, effaçant les contours durs du paysage urbain et transformant les enseignes au néon en taches d'aquarelle dans l'obscurité. Pendant qu'Adrien marchait, son esprit vagabondait vers la routine du lendemain. Louis avait un rendez-vous chez le médecin après l'école, juste un examen de routine, mais qui obligerait Adrien à quitter le travail plus tôt et à perdre ses précieuses heures supplémentaires. Les calculs étaient toujours serrés, un équilibre constant entre être le père dont Louise avait besoin et gagner assez pour maintenir la stabilité de leur petit monde. Le son l'atteignit en premier. Une voix de femme, aiguë de peur, qui transperçait le crépitement régulier de la pluie sur le trottoir. Adrien ralentit automatiquement le pas, ses sens s'aiguisant, alors qu'il essayait de localiser la source. 3 ans de travail de nuit lui avaient appris à être attentif à son environnement, à reconnaître quand quelque chose n'allait pas dans l'obscurité urbaine. « S'il vous plaît, prenez juste le sac à main », dit la voix, désormais plus proche. « Je ne veux pas d'ennui. » Adrien tourna au coin de la rue et les vit à l'entrée d'une ruelle entre 2 immeubles de bureaux. Une femme vêtue d'un manteau qui semblait coûteux était adossée contre un mur de briques, face à 2 hommes qui se déplaçaient avec l'assurance prédatrice de personnes habituées à prendre ce qu'elles voulaient. Même dans la faible lumière d'un lampadaire lointain, Adrien pouvait voir la peur de la femme dans la façon dont elle se tenait, comme si elle essayait de disparaître dans le mur derrière elle. Pendant une fraction de seconde, Adrien hésita. Ce n'était pas son quartier, ce n'était pas son problème. Il avait un fils à la maison qui avait besoin de lui, un boulot qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre, une vie soigneusement construite pour éviter ce genre de situation. Le plus intelligent aurait été d'appeler la police et de continuer son chemin. Mais la femme leva alors les yeux, et Adrien vit son visage clairement pour la première fois. Elle était plus âgée qu'il ne l'avait pensé au premier abord, peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs maintenant trempés par la pluie et des yeux qui reflétaient à la fois l'intelligence et la terreur. Il y avait quelque chose dans son expression, pas seulement de la peur, mais une sorte de courage désespéré, comme si elle essayait de se sortir d'une situation qui avait déjà dépassé les mots. L'un des agresseurs s'est approché, et Adrien a vu le reflet du métal dans sa main, un couteau tenu bas, mais visible, une menace qui transformait ce simple vol en quelque chose de potentiellement mortel. Le corps d'Adrien a réagi avant même que son esprit n'ait fini de prendre sa décision. 3 années de chagrin et de lutte, à regarder son fils grandir trop vite et accepter trop peu, se cristallisèrent en un moment d'instinct protecteur pur. Il avait été incapable de sauver Sarah du cancer,
impuissants à protéger Louis de la dure réalité de leur situation. Mais là, il y avait quelqu'un qui pouvait aider. La voix d'Adrien avait l'autorité de quelqu'un qui avait passé des années à superviser des équipes de construction, projetant une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Laissez-la tranquille. Les deux hommes se tournèrent vers lui, leur surprise laissant rapidement place à la réflexion. Adrien était plus grand que chacun d'eux, mais ils avaient des armes et étaient plus nombreux. Ils pouvaient les voir peser le pour et le contre, se demandant si cette nouvelle complication valait la peine de se battre ou s'ils devaient simplement s'enfuir. « Va-t'en, héros !» dit celui qui avait le couteau. « Ça ne te regarde pas. » En fait, si. Adrien s'approcha, les mains vides mais prêtes à agir. Son métier d'ouvrier du bâtiment lui avait permis de rester fort malgré les années de pertes et de difficultés, et il espérait que cela suffirait. « La dame vous a demandé de partir. Je pense que vous devriez l'écouter. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit ce qui se passait. « Non, s'il vous plaît, dit-elle, et Adrien ne savait pas si elle s'adressait à lui ou à ses agresseurs. « Partez, tous les deux, s'il vous plaît, partez. » Mais il était trop tard pour s'en aller. Le deuxième homme, plus âgé et plus prudent que son partenaire, avait déjà décidé de se battre. Il se jeta en avant avec une vitesse surprenante, forçant Adrien à réagir instinctivement. La mémoire musculaire de ses 100 bagarres sur les chantiers de construction se mit en marche, et Adrien esquiva l'attaque tout en attrapant le poignet de l'homme. Ils tombèrent ensemble sur le trottoir mouillé. L'avantage de taille d'Adrien était compensé par le désespoir de l'autre homme et la surface glissante sous eux. Adrien entendit la femme haleter, entendit des bruits de pas qui pouvaient être ceux de l'autre agresseur en train de s'enfuir ou de s'approcher. Il n'avait pas le temps de regarder. L'homme sous Adrien était plus fort qu'il ne l'avait imaginé, nerveux et rapide, avec le genre de muscles secs que l'on acquiert en menant une vie difficile dans la rue. Ils roulèrent dans la ruelle, Adrien essayant de contrôler les mains de l'autre homme tout en évitant les coups violents visant sa tête. Adrien réussit à coincer la main armée de son adversaire contre le béton. Mais la victoire fut de courte durée. Une douleur fulgurante lui traversa les côtes lorsque la lame du deuxième agresseur atteignit sa cible, glissant entre la veste et la chemise d'Adrien pour s'enfoncer profondément dans sa chair. Le choc fit halter Adrien, qui relâcha juste assez son étreinte pour permettre au premier homme de se libérer. Adrien. La voix de la femme était aiguë et alarmée, et quelque part au fond de son esprit, Adrien se demanda comment elle connaissait son nom. Mais cette pensée se perdit dans la réalité immédiate, où il essayait de rester conscient alors que le sang chaud imprégnait sa chemise. Le bruit des sirènes déchirait l'air nocturne, encore lointain, mais se rapprochant rapidement. Les deux agresseurs se sont regardés. Ils ont échangé un regard, puis ils ont disparu dans le dédale de ruelles et de rues secondaires qui sillonnent cette partie de la ville. Adrien s'est redressé lentement, une main pressée contre son flanc blessé, essayant d'évaluer les dégâts. La douleur était vive, mais supportable. Il avait déjà eu des blessures plus graves sur des chantiers, mais aucune n'avait saigné autant. Sa veste était fichue, et il sentait la chaleur collante se répandre sur sa chemise. « Oh mon Dieu, vous êtes blessé !» La femme était maintenant à ses côtés, oubliant son manteau coûteux alors qu'elle s'agenouillait sur le trottoir mouillé. « On doit vous emmener à l'hôpital. »« Ça va », répondit Adrien machinalement, comme quelqu'un qui a appris très tôt que montrer sa faiblesse était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, ce n'était qu'une égratignure. Mais même en disant ça, Adrien sentait ses forces l'abandonner, l'adrénaline qu'il avait portée pendant le combat, le laissant maintenant tremblant et nauséeux. Le visage de la femme devenait flou, ses traits s'estompant sur les bords, ce qui suggérait que c'était plus qu'une simple égratignure. « Reste avec moi », dit-elle, sa voix prenant un ton autoritaire qui semblait naturel chez elle. « L'ambulance est presque là, tout va bien se passer. » Adrien essaya de se concentrer sur son visage, de s'accrocher à quelque chose de solide, alors que le monde basculait autour de lui. Elle était belle, réalisa-t-il, mais pas d'une beauté artificielle comme celle qu'on voit à la télévision ou dans les magazines. C'était une beauté mature, raffinée par l'expérience et l'intelligence, marquée par des rides d'expression et le genre de confiance qui vient d'années passées à prendre des décisions difficiles. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle, sa main chaude posée sur son front. « Adrien » répondit-il. « Adrien Moreau. »« Je m'appelle Evelyne » dit-elle, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il s'agissait d'une révélation importante. Evelyne Langford. Ce nom ne disait rien à Adrien dans son état actuel, mais plus tard, il reconnaîtrait qu'il appartenait à l'une des femmes d'affaires les plus puissantes de la ville. Pour l'instant, elle était juste la femme qu'il essayait d'aider, agenouillée à ses côtés dans une ruelle, tandis que son sang se mélangeait à l'eau de pluie sur le béton. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, efficaces et avec leur lumière vive, leurs questions dissipant la confusion grandissante d'Adrien. Comment se sentait-il? Savait-il où il était? Pouvait-il leur dire ce qui s'était passé?
Adrien répondit du mieux qu'il put, mais son attention restait focalisée sur Evelyne, qui s'était écartée pour laisser l'équipe médicale travailler, mais ne le quittait pas des yeux. Il y avait quelque chose dans son expression qu'il n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. De la gratitude, certainement, mais aussi une sorte d'intérêt perplexe, comme s'il avait fait quelque chose qui ne cadrait pas tout à fait avec sa compréhension du fonctionnement du monde. Alors qu'il le chargeait sur une civière, la dernière pensée claire d'Adrien fut pour Louis. Ils dormaient paisiblement dans leur petit appartement, sans se douter que la vie de son père venait de prendre un tournant dramatique. Madame Chen trouverait son mot le lendemain matin et s'occuperait d'emmener Louis à l'école, mais Adrien aurait des explications à donner à son retour à la maison. S'il rentrait chez lui, cette pensée traversa son esprit alors que sa conscience commençait enfin à s'estomper, le laissant avec l'image du visage d'Evelyn Langford et l'étrange certitude que rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. Adrien ouvrit les yeux, envahi par l'odeur antiseptique de l'air de l'hôpital et le bip régulier des moniteurs qu'il ne pouvait pas voir. Au-dessus de lui, le plafond était recouvert de dalles acoustiques blanches, tachées d'eau dans un coin, et pendant un instant, il ne se souvint pas comment il était arrivé là. Puis il essaya de s'asseoir et la douleur aiguë dans ses côtes lui rappela tout. La pluie, la ruelle, la femme aux yeux effrayés. « Papa !» La voix de Louis était faible et inquiète, venant de quelque part à gauche d'Adrien. « Tu es réveillé ?» Adrien tourna la tête avec précaution, chaque mouvement provoquant une nouvelle vague de douleur dans son torse bandé. Louis était assis sur une chaise en plastique trop grande pour lui, balançant nerveusement ses jambes au-dessus du sol. Madame Chen se tenait derrière lui, le visage buriné par l'inquiétude. « Salut, mon pote !» parvint à dire Adrien, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait cru. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être à l'école. » « Madame Chen a reçu un appel de l'hôpital, » dit Louis en grimpant prudemment sur le bord du lit. « Ils ont dit que tu étais blessé. Ça va? Tu vas mourir comme maman ?» La dernière question frappa Adrien plus durement que la blessure au couteau. Il tendit son bras valide et attira Louis vers lui, sentant le petit corps de son fils trembler contre lui. « Personne. Je ne vais nulle part. Je te le promets. C'est juste une coupure et les médecins m'ont soigné. Je suis comme neuf. » Par-dessus la tête de Louis, Adrien croisa le regard de Madame Chen et y vit le reflet de sa propre inquiétude. Elle avait déjà vécu ça avec eux. Elle avait aidé à maintenir leur petite famille unie lorsque la maladie de Sarah avait tout consumé. La question tacite flottait entre eux. Qu'arriverait-il à Louis si quelque chose arrivait à Adrien? « Les médecins disent que vous devez vous reposer, » dit doucement Madame Chen. « Louis peut rester à la maison aujourd'hui. Il pourra s'occuper de vous quand vous sortirez de l'hôpital. » Sortir de l'hôpital. Adrien essaya de se repérer dans le temps. « Depuis combien de temps suis-je ici ?»« Depuis hier soir. » Madame Chen répondit. « Il est presque midi. La police voudra vous parler quand vous vous sentirez prêt. » L'esprit d'Adrien se tourna immédiatement vers des préoccupations pratiques. Il avait manqué la moitié de son service, peut-être plus. Marcus aurait besoin de savoir ce qui s'était passé. Il faudrait trouver quelqu'un pour le remplacer le reste de la semaine si Adrien ne pouvait pas travailler. Les frais d'hospitalisation seraient considérables. Même avec l'assurance de base fournie par son employeur, il y aurait des quotes-parts et des franchises qu'il ne pourrait pas se permettre. Un léger coup à la porte interrompit le tourbillon de ses inquiétudes. Une femme en blouse entra, suivie d'une personne qu'Adrien ne reconnut pas tout de suite, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume coûteux qui semblait clairement mal à l'aise dans cet environnement hospitalier. « Monsieur Moreau », l'infirmière vérifia son dossier. « Je m'appelle Jennifer, je suis votre infirmière de jour. Ce monsieur travaille au service de facturation de l'hôpital. Il souhaitait vous parler des options de paiement. » Adrien sentit son estomac se nouer. Il avait déjà vécu ça quand Sarah était malade, les conversations délicates sur les plans de paiement et les programmes d'aide financière. La honte n'était jamais devenue plus facile à supporter, le rappel qu'en Amérique, être blessé ou malade était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Monsieur Moreau, » dit le représentant du service de facturation en consultant sa tablette, « votre opération d'urgence et votre nuit d'hospitalisation coûteront environ 14 000 $, dont 80% seront pris en charge par votre assurance. Votre participation s'élèverait à environ 2 800 $. Nous proposons des plans de paiement, 2 800 $. Adrien ressentit ce chiffre comme un coup physique. Cela représentait 2 mois de loyer. De l'argent qu'il n'avait tout simplement pas. Je vais devoir voir les documents, comprendre exactement. Quoi? Un autre coup à la porte l'interrompit. Celui-ci était plus assuré que le premier. La porte s'ouvrit, laissant apparaître une femme qu'Adrien reconnut sans toutefois parvenir à la situer. Élégante, posée, elle portait un bouquet de fleurs qui coûtait probablement plus cher que ce qu'Adrien gagnait en une semaine. « Je suis désolée, » dit-elle en remarquant la pièce bondée. « Je peux revenir quand tu ne seras pas occupée, Evelyne, » dit Adrien, le nom remontant à la surface de ses souvenirs embrumés de la nuit précédente. « Vous êtes Evelyn Langford. »
Les yeux du responsable de la facturation s'écarquillèrent à l'évocation de ce nom, et Adrien remarqua le changement subtil dans son attitude qui passa de l'efficacité bureaucratique à quelque chose qui s'apparentait à de la déférence. De toute évidence, Evelyn Langford était quelqu'un qui imposait le respect dans cet hôpital, voire dans toute la ville. « Monsieur Moreau », dit-elle en entrant dans la pièce avec une autorité tranquille. « Comment te sens-tu ?»« Comme si j'avais été poignardé », répondit Adrien avant de regretter immédiatement sa désinvolture. Cette femme avait-elle aussi vécu un traumatisme? Elle avait probablement passé la nuit à revivre ces moments terrifiants dans la ruelle. « Je suis désolé. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Es-tu blessé? »« Je vais très bien, grâce à toi. » Le regard d'Evelyn se posa sur Louis, qui l'observait avec la curiosité franche de l'enfance. « Et ça doit être votre fils. »« Louis, » dit Adrien. « Voici Madame Langford. C'est la dame que j'ai aidée hier soir. » Louis observa Evelyn avec solennité. « Vous êtes une princesse? Vous ressemblez à une princesse. » L'expression sérieuse d'Evelyn s'adoucit en un sourire sincère. « Je ne suis pas une princesse, mais merci pour le compliment. Ton père est un homme très courageux. »« Je sais, » dit Louis avec la fierté simple d'un enfant. « C'est la personne la plus courageuse du monde entier. » Adrien sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Le responsable de la facturation s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise avec la nature personnelle de la conversation, mais ne voulant pas partir alors qu'Evelyn Langford était dans la pièce. « Madame Langford, » dit l'homme avec précaution, « je discutais juste des options de paiement avec Monsieur Moreau pour ses frais médicaux. »« En fait, » dit Evelyn d'un ton professionnel, « je voudrais prendre en charge la totalité de la facture de Monsieur Moreau. Il a été blessé en m'aidant. C'est le moins que je puisse faire. » Le visage d'Adrien rougit d'embarras et de quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Non, absolument pas. » Evelyn eut l'air surprise, comme si elle n'avait pas l'habitude d'être refusée. « Monsieur Moreau, vous avez été blessé à cause de moi. C'est normal. Ce n'est pas normal. C'est de la charité, » dit Adrien d'un ton plus vif qu'il ne l'aurait voulu. Louis les regarda tous les deux avec confusion, sentant la tension, mais sans en comprendre la source. « J'ai fait mon choix. Je n'ai pas besoin de votre argent. » Le représentant de la facturation semblait vouloir disparaître. Madame Chen intervint avec diplomatie. « Nous devrions peut-être laisser Monsieur Moreau se reposer. La discussion sur le paiement peut attendre. »« Bien sûr, » dit Evelyn, même si Adrien voyait bien qu'elle était décontenancée par son refus. « Je devrais vous laisser vous reposer. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien et vous remercier comme il se doit. » Elle posa le bouquet de fleurs sur la table de chevet, les fleurs remplissant la chambre stérile d'une couleur et d'un parfum inattendu. Pendant un instant, Adrien se sentit mal à l'aise d'avoir répondu si durement. Elle essayait seulement d'aider, de montrer sa gratitude d'une manière qui avait probablement du sens dans son monde. « Mademoiselle Langford, » dit-il, alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Je suis content que vous soyez saine et sauve. C'est tout ce dont j'ai besoin pour vous remercier. » Elle s'arrêta, étudiant son visage avec une intensité qui mit Adrien mal à l'aise. « Puis-je vous poser une question, Monsieur Moreau ? » « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous aidé ? Vous ne saviez pas qui j'étais. Je ne pouvais pas savoir si ça valait le coup de prendre le risque. Pourquoi ?» Adrien réfléchit à la question, conscient que Louis écoutait, que Madame Chen observait, que sa réponse avait plus d'importance qu'il ne le pensait. Parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que si personne ne t'avait aidé et qu'il t'était arrivé quelque chose de grave, je n'aurais pas pu me le pardonner. Evelyn hocha lentement la tête, comme si sa réponse confirmait ce qu'elle soupçonnait. « Ma carte !» dit-elle en posant un petit rectangle de papier coûteux sur la table de chevet à côté des fleurs. « Au cas où tu changerais d'avis. » Après son départ, le représentant chargé de la facturation termina son discours sur les plans de paiement avec beaucoup moins d'enthousiasme. Adrien accepta un versement mensuel qui allait mettre leur budget à rude épreuve, signa des papiers qui rendaient officiellement précaire sa situation financière et essaya de ne pas penser à l'élégante simplicité de l'offre d'Evelyn Langford. « Papa ?» demanda Louis lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, à part Madame Chen. « Pourquoi tu n'as pas laissé la jolie dame payer l'hôpital ?» Adrien serra son fils contre lui, respirant l'odeur familière de son shampoing et le léger parfum de crayon de couleur qui semblait toujours s'accrocher à ses vêtements. Parce que quand quelqu'un te donne quelque chose sans rien demander en retour, il attend généralement quelque chose en échange, et on n'a rien à donner. C'était une leçon qu'Adrien avait apprise à ses dépens au cours de 3 années d'offres bien intentionnées et de charité assorties de conditions. Mieux valait lutter avec dignité que d'accepter une aide qui, au final, coûterait plus cher que de l'argent. Mais alors qu'il s'endormait cet après-midi-là, les analgésiques rendant ses pensées confuses et décousues, Adrien se surprit à penser à la carte de visite d'Evelyn Langford et à se demander si la fierté était un luxe qu'il pouvait vraiment se permettre. L'appartement semblait plus petit quand Adrien rentra chez lui le lendemain soir, comme si son séjour à l'hôpital avait en quelque sorte changé sa perception de cet espace familier.
Chaque pas lui causait une douleur sourde dans les côtes bandées, et le simple fait de monter les escaliers jusqu'à leur appartement au 2e étage le laissait essoufflé et frustré par sa propre faiblesse. Louis tournait autour de lui, son instinct de gamin de 7 ans lui disant que son père avait besoin d'aide, mais sans savoir vraiment quoi faire. Il avait soigneusement disposé ses devoirs sur la table de la cuisine et avait même essayé de préparer le dîner, un bol de céréales et un sandwich au beurre de cacahuètes qui attendait avec la fierté sincère d'un enfant qui essaie de prendre soin de ses parents. « Merci, mon grand », dit Adrien en s'installant prudemment sur sa chaise. « Ça a l'air parfait. » Madame Chen avait laissé un plat au réfrigérateur avec des instructions de réchauffage écrites de sa main soignée, mais Adrien était touché par les efforts de Louis. Ils mangèrent ensemble dans un silence confortable, le rythme normal de leur routine du soir, qui leur offrait un ancrage de normalité après le chaos de la journée écoulée. Ce n'est qu'une fois Louis endormi qu'Adrien se permit d'affronter pleinement leur situation. Il étala les papiers de l'hôpital sur la table de la cuisine, la carte de visite qu'Evelyn Langford avait laissée bien en évidence parmi les factures, tel un élégant drapeau blanc de reddition. Le plan de paiement qu'il avait accepté ajouterait 300 $ supplémentaires à leurs dépenses mensuelles, une somme qu'ils n'avaient tout simplement pas. Même avec ces heures supplémentaires, leur budget était déjà très serré. Sans elle, ce qui semblait probable compte tenu de sa blessure et de son absence du travail, ils ne pourraient plus payer leur loyer dans un mois. Le téléphone d'Adrien vibra, signalant un SMS de Marcus. « J'espère que tu te sens mieux. Prends le temps qu'il faut pour guérir. On verra le planning quand tu seras prêt à revenir. » La gentillesse du message ne fit qu'aggraver le mal-être d'Adrien. Marcus était un bon superviseur, mais il ne pouvait pas garder indéfiniment le poste d'Adrien. S'il ne pouvait pas faire le boulot physique et avec une blessure récente aux côtes, Adrien ne savait pas quand il pourrait à nouveau soulever des trucs lourds ou passer 8 heures à se pencher et à s'étirer. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Adrien a regardé l'horloge. Il était presque 22 heures, trop tard pour Madame Chen ou n'importe lequel de leurs voisins. Il s'approcha prudemment de la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les stores, surpris de voir un homme en costume chic debout sur leur petit porche. « Monsieur Moreau ». La voix de l'homme était polie mais autoritaire quand Adrien ouvrit la porte. « Je suis Robert Harrison, de l'agence Harrison Investigations. Je me demandais si je pouvais vous parler. » Adrien se mit immédiatement sur la défensive. D'après son expérience, les personnes en costume cher qui se présentaient à sa porte après la tombée de la nuit apportaient rarement de bonnes nouvelles. À propos de quoi ? Il s'agit de l'incident qui s'est produit il y a 2 nuits. Je travaille pour le compte de Mel Langford afin de m'assurer que tous les faits sont correctement consignés. Adrien envisagea de refuser. Il avait déjà fait sa déposition à la police, avait répondu à leurs questions de manière aussi exhaustive que possible, mais quelque chose dans l'attitude de l'homme lui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une demande qu'il pouvait facilement ignorer. « Madame Langford vous a engagé ?» demanda Adrien en reculant pour laisser entrer l'enquêteur. « Madame Langford est une personnalité publique de premier plan », expliqua Harrison en s'installant dans le fauteuil usé d'Adrien avec la posture prudente de quelqu'un habitué à des meubles plus confortables. Lorsqu'elle est impliquée dans un incident, quel qu'il soit, il est important que tous les détails fassent l'objet d'une enquête approfondie. Adrien s'assit en face de lui, grimaçant lorsque le mouvement tira sur ses points de suture. « J'ai dit à la police tout ce dont je me souviens. J'en suis sûr. C'est juste par précaution. » Harrison consulta un petit carnet. « Vous travaillez au complexe de bureaux Meridian. C'est exact ? Je suis concierge de nuit. C'est exact. Père célibataire, un enfant de 7 ans. Vous avez perdu votre femme il y a 3 ans d'un cancer. » L'énumération désinvolte de sa tragédie personnelle fit serrer les mâchoires à Adrien. « Quel est le rapport avec ce qui s'est passé dans la ruelle ?»« Le contexte, » répondit Harrison d'un ton suave. « Ça aide à comprendre la situation dans son ensemble. Vous rentriez chez vous après le travail lorsque vous avez été confronté à cette situation. » Adrien répondit aux questions de manière mécanique, de plus en plus mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Harrison semblait moins intéressé par les détails de l'agression que par le passé d'Adrien, sa situation financière, sa relation avec son fils. « Avez-vous eu des contacts avec Mlle Langford depuis l'incident ?» demanda Harrison. « Elle m'a rendu visite à l'hôpital, m'a apporté des fleurs. Vous a-t-elle proposé quelque chose ? De l'argent peut-être ?» Adrien hésita. Cette question lui semblait être un piège, mais il ne savait pas lequel. « Elle m'a proposé de payer mes frais médicaux. J'ai refusé. » Harrison prit note. Cela a dû être difficile. Un homme dans votre situation, avec des dépenses croissantes et un enfant à charge. Que suggérez-vous exactement ? La voix d'Adrien avait un ton menaçant. « Rien du tout. Je recueille simplement des informations. » Harrison ferma son carnet et se leva. « Merci de m'avoir accordé votre temps, Monsieur Moreau. Mlle Langford apprécie ce que vous avez fait pour elle et elle veut s'assurer que tous les aspects de l'incident sont bien compris. » Après le départ de l'enquêteur, Adrien s'assit dans son salon,
se sentant violé et confus. Les questions de cet homme lui avaient donné l'impression d'être un suspect plutôt qu'une victime, comme si son acte de courage était en quelque sorte suspect en raison de sa situation. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans son bureau situé dans un penthouse, Evelyn Langford menait sa propre enquête sur Adrian Moreau. Contrairement à l'approche formelle de son enquêteur, Evelyn s'était tournée vers Internet à la recherche de toute trace de cet homme qui avait risqué sa vie pour un inconnu. Ce qu'elle découvrit lui donna une image à la fois impressionnante et triste. Adrien Moreau était chef de chantier avant que sa femme ne tombe malade. Il possédait une petite maison dans un quartier correct et semblait mener une vie confortable de classe moyenne. Les frais médicaux liés au traitement du cancer de Sarah avaient épuisé leurs économies, les obligeant à vendre leur maison et poussant Adrien à accepter un travail moins bien rémunéré mais avec des horaires plus réguliers. Il n'avait pas de casier judiciaire, ni d'antécédents de violence ou de toxicomanie. Ses voisins parlaient de lui en bien dans les quelques messages qu'elle avait pu trouver sur les forums communautaires en ligne. L'école de son fils le décrivait comme un parent impliqué, assistant aux réunions et aux événements scolaires, malgré son emploi du temps chargé. Le portrait qui se dégageait était celui d'un homme faisant de son mieux dans des circonstances impossibles, conservant sa dignité et assurant le bien-être de ses fils grâce à sa détermination sans faille. C'était une histoire qu'Evelyn reconnaissait grâce aux dons caritatifs de son entreprise. Les travailleurs pauvres, les gens qui passaient entre les mailles du filet, non pas à cause de mauvais choix, mais à cause de circonstances indépendantes de leur volonté. Mais Adrien Moreau était différent des familles anonymes. Sa fondation l'a aidé. Elle avait regardé dans ses yeux alors qu'il saignait dans cette ruelle, elle avait vu la force tranquille qui le poussait à aller de l'avant alors que d'autres auraient tourné le dos. Il y avait quelque chose en lui qui remettait en question ses idées sur l'héroïsme et la noblesse, sur ce qui rendait quelqu'un digne d'être aidé. La carte de visite qu'elle avait laissée à l'hôpital était un petit geste, mais Evelyn se surprit à espérer qu'il l'utiliserait. Pas parce qu'elle avait besoin de rembourser une dette, même si c'était le cas, mais parce qu'elle soupçonnait qu'Adrien Moreau était le genre de personne dans laquelle ça valait le coup d'investir. De retour dans son appart, Adrien prit la carte de visite d'Evelyn et examina l'élégant lettrage. Evelyn Langford, PDG, Langford Industries. En dessous, un numéro de téléphone et une adresse e-mail gravées en doré. Il repensa aux questions de l'enquêteur, aux factures qui s'accumulaient sur sa table de cuisine, à l'acceptation silencieuse de Louis face à leurs limites. La fierté était importante, mais subvenir aux besoins de son fils l'était tout autant. Peut-être y avait-il un moyen d'accepter de l'aide sans compromettre ses principes. Adrien reposa la carte sans prendre de décision, mais il ne la jeta pas. Parfois, il apprenait que le bon choix n'était pas évident tout de suite. Parfois, il fallait vivre dans l'incertitude jusqu'à ce que la voie à suivre se révèle. Dehors, la ville bourdonnait de l'énergie tranquille de la fin de soirée, et quelque part dans ses profondeurs, Evelyn Langford élaborait des plans qui allaient changer leur devis d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. La deuxième facture d'hôpital est arrivée un jeudi matin, accompagnée d'un avis indiquant que le loyer d'Adrien avait 5 jours de retard. Assis à la table de sa cuisine, son café refroidissant, une calculatrice à la main, il essayait de faire des calculs qui lui donneraient une certaine stabilité financière. Peu importe comment il ajustait les chiffres, il n'y arrivait pas. Louis était à l'école, ignorant totalement que leur petit monde était au bord de l'effondrement. Adrien avait réussi à retourner au boulot la semaine précédente, bougeant plus lentement que d'habitude, mais déterminé à montrer à Marcus qu'il pouvait encore faire son boulot. La douleur dans ses côtes s'était atténuée, mais les factures médicales étaient une blessure qui ne guérissait pas. Son téléphone sonna alors qu'il fixait l'avis d'expulsion arrivé avec le courrier du matin. Le numéro lui était inconnu, mais quelque chose le poussa à répondre quand même. « Monsieur Moreau, ici Catherine Walsh, l'assistante personnelle de Mademoiselle Langford. Mademoiselle Langford aimerait prendre rendez-vous avec vous si vous êtes disponible. » Adrien serra le téléphone dans sa main. « À propos de quoi ? Elle a une proposition commerciale dont elle aimerait discuter. Cet après-midi vous conviendrait-il ? Disons 14h à son bureau ?» Adrien jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés sur sa table. Des factures, des avis, le poids écrasant de la réalité financière. Quel genre de proposition commerciale ? Je pense qu'il vaudrait mieux que Madame Langford vous l'explique elle-même. Le bâtiment de Langford Industries sur la 5e avenue, au 42e étage. La sécurité t'attendra. Après avoir raccroché, Adrien s'assit dans son appartement silencieux et lutta contre sa fierté. Quelle que soit la proposition d'Evelyn Langford, il s'agissait probablement d'une autre forme de charité, déguisée en autre chose. Mais l'avis d'expulsion semblait se moquer de ses principes, lui rappelant que la fierté était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre alors que la stabilité de son fils était en jeu. Le bâtiment de Langford Industries était tout ce qu'Adrien avait imaginé.
Et même plus. Du verre et de l'acier s'élevant vers le ciel. Des halls en marbre où résonnait le bruit des chaussures de luxe. Des ascenseurs qui montaient avec une efficacité silencieuse vers les étages supérieurs où résidait le véritable pouvoir. Le 42e étage était un modèle d'élégance discrète, avec ses lignes épurées et ses couleurs sobres, qui coûtaient probablement plus cher au mètre carré que ce qu'Adrien gagnait en un an. Catherine Walsh l'accueillit à la sortie de l'ascenseur, une femme d'une 50aine d'années, avec le genre de compétences professionnelles qui dirigeait des multinationales. « Monsieur Moreau, ravi de vous rencontrer. Madame Langford vous attend dans son bureau. » Le bureau d'Evelyne occupait un coin du bâtiment avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Elle se leva quand Adrien entra, vêtu d'un tailleur gris anthracite qui lui donnait à la fois un air autoritaire et accessible. « Adrien, merci d'être venu. Assieds-toi, s'il te plaît. » Les chaises en face de son bureau étaient plus confortables que tout ce qu'Adrien avait chez lui, en cuir et probablement plus cher que son loyer mensuel. Adrien s'assit sur le bord, très conscient du fossé qui séparait leurs deux mondes. « Catherine, tu peux nous apporter du café ?» demanda Evelyne, avant de s'installer dans le fauteuil à côté d'Adrien plutôt que derrière son imposant bureau. « Comment tu te sens? La guérison se passe bien ?»« Je vais bien, » répondit Adrien machinalement. « Votre assistante a mentionné une proposition commerciale, » dit Evelyne en souriant à sa franchise. « Vous allez droit au but. J'aime ça. » Elle se pencha légèrement en avant, son expression devenant plus sérieuse. « J'ai besoin d'embaucher quelqu'un, Adrien. Quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance. Pourquoi? La sécurité personnelle et le chauffeur de mon fils. Julien a 12 ans et mon arrangement actuel ne fonctionne pas bien. » La voix d'Evelyne trahissait une certaine frustration. La société de sécurité à laquelle je fais appel envoie des personnes différentes toutes les quelques semaines. Julien n'est pas à l'aise avec des inconnus, et franchement, moi non plus. Adrien fronça les sourcils. Je ne suis pas un garde du corps qualifié, je nettoie des immeubles de bureaux. Vous vous êtes interposé sans hésiter entre moi et deux hommes armés. Vous avez reçu un coup de couteau pour protéger quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré. Les yeux d'Evelyne étaient rivés sur les siens. Ça m'en dit plus sur votre personnalité que n'importe quel certificat de formation. Catherine revint avec du café et des tasses qui coûtaient probablement plus cher que le budget hebdomadaire d'Adrien pour les courses. Adrien accepta son café avec gratitude, profitant de ce moment pour réfléchir à ce qu'Evelyne lui proposait. En quoi consisterait exactement le travail? Conduire Julien à l'école et le ramener à la maison, rester avec lui pendant les activités extrascolaires, certains événements le week-end, assurer une sécurité légère, surtout être attentif à votre environnement, veiller à sa sécurité. Evelyne fit une pause. Le salaire serait de 80 000 $ par an, plus une assurance maladie pour vous et votre fils. Adrien faillit s'étouffer avec son café. 80 000 $, c'était plus du double de ce qu'il gagnait dans l'entreprise de nettoyage. Assez pour les faire déménager de leur petit appart. Assez pour offrir à Louis des opportunités dont Adrien n'avait pu que rêver. « C'est trop, » dit-il, « pour conduire un gamin. » Vraiment? Le ton d'Evelyne était neutre. La sécurité de Julien est tout pour moi, et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que signifie être père, quelqu'un qui se souciera autant du bien-être de mon fils que de sa sécurité. Adrien posa délicatement sa tasse de café. « C'est de la charité coûteuse. C'est du business, » corrigea Evelyne. « J'ai un problème. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux confier la vie de mon fils. Vous avez les compétences requises. J'ai besoin de courage, d'intégrité, d'expérience en tant que père. C'est un échange équitable. » Adrien scruta son visage, cherchant des signes de pitié ou de condescendance, mais ne trouva que de l'honnêteté professionnelle. Pourtant, l'offre semblait trop belle pour être vraie. Le genre d'opportunité qui ne se présentait pas à des gens comme lui. Pourquoi moi? Vous pourriez engager des professionnels, des gens qui ont une vraie formation. Parce que les professionnels voient un travail. Vous voyez un enfant qui a besoin de protection. La voix d'Evelyne s'adoucit. Parce que lorsque vous saignez dans cette ruelle, vous m'avez demandé si j'étais blessé. Parce que vous avez refusé mon argent alors que vous en aviez désespérément besoin. Parce que Julien mérite quelqu'un qui se soucie de lui en tant que personne, et pas seulement en tant que source de revenus. Adrien resta silencieux pendant un long moment, pensant au visage de Louis lorsqu'il lui avait posé des questions sur le film, au robot cassé qui trônait toujours sur le comptoir de la cuisine, à l'avis d'expulsion qui donnait à cette conversation l'impression d'être une bouée de sauvetage lancée à un homme en train de se noyer. « Je voudrais d'abord le rencontrer, » dit finalement Adrien. « Ton fils, pour m'assurer que nous nous entendons bien. » Le sourire d'Evelyne était radieux. « Bien sûr. Ce soir, ça te va? Tu peux amener Louis si tu veux. Julien serait ravi de le rencontrer. » Pendant qu'il réglait en les détails, Adrien avait l'impression de franchir le seuil d'une vie complètement différente. La partie pragmatique de son esprit énuméra les avantages. Un revenu stable, une assurance maladie,
la possibilité d'offrir à Louis une certaine stabilité et de nouvelles opportunités. Mais une autre partie de lui s'inquiétait du prix à payer pour accepter cette aide, même si elle était déguisée en travail légitime. « Adrien, » dit Evelyne alors qu'il s'apprêtait à partir, « je sais que ça peut sembler écrasant, mais vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi vous aider à construire une vie meilleure pour vous et votre fils. » Adrien acquiesça, ne se faisant pas confiance pour garder une voix ferme. Alors qu'il descendait en ascenseur depuis le 42e étage, il pensa à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer, à la façon dont un moment de courage pouvait ouvrir des portes qu'il n'aurait jamais imaginé franchir. Ce soir-là, alors qu'il expliquait cette opportunité à Louis autour d'un dîner simple, Adrien vit les yeux de son fils s'écarquiller d'excitation et d'émerveillement. Peut-être, pensa Adrien, était-il temps d'arrêter de repousser toutes les mains tendues et de commencer à croire que parfois, de bonnes choses arrivent aux gens bien. Ce soir-là, la candidature était posée sur la table de la cuisine, signée et prête à être envoyée. Elle représentait plus qu'un simple emploi. C'était un pont entre la vie qu'il menait et celle qu'ils pourraient construire ensemble. 3 semaines après avoir commencé son nouveau boulot, Adrien avait toujours l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La berline noire élégante qu'il conduisait chaque matin valait plus que ce qu'il avait gagné en 2 ans à l'entreprise de nettoyage et au domaine Lanford où il faisait ses livraisons. Chaque jour, Julien semblait tout droit sorti d'un magazine sur la vie des nantis. Mais c'est Julien lui-même qui a rendu la transition plus facile qu'Adrien ne l'avait prévu. À 12 ans, le fils d'Evelyne avait l'assurance tranquille de quelqu'un habitué aux privilèges. Mais sous cette surface polie se cachait quelque chose d'authentique. Une solitude qu'Adrien reconnaissait pour l'avoir lui-même connue dans son enfance. Cette isolation particulière qui vient du fait d'avoir tout sauf ce qui compte le plus. « T'as vraiment battu 2 types pour sauver ma mère ?» demanda Julien lors de leur 3e matinée ensemble, son sac à dos bien rangé sur le siège à côté de lui, tandis qu'Adrien se frayait un chemin dans le trafic matinal pour se rendre à son école privée UP. « Je l'ai aidé à se sortir d'une mauvaise situation, » répondit Adrien avec précaution. « C'est parfois ce qu'on fait quand quelqu'un a besoin d'aide. » « Les autres chauffeurs ne me parlent jamais, » dit Julien en regardant par la fenêtre la ville défiler. « Ils installent juste la cloison et mettent de la musique que je n'entends pas. » Adrien jeta un coup d'œil dans le rétroviseur au visage pensif du garçon. « Tu veux que j'installe la cloison ?»« Non. » La réponse de Julien fut immédiate. « J'aime bien parler. Maman dit que tu as un fils de mon âge. Un peu plus jeune. Louis a 7 ans. Comment est-il ?» Adrien s'est surpris à décrire la curiosité de Louis, sa résilience, sa façon de trouver de la joie dans les petites choses. Julien écoutait avec l'attention de quelqu'un qui a soif d'histoire sur la vie de famille normale. Et Adrien a commencé à comprendre pourquoi Evelyne avait été si précise en disant qu'elle voulait quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'être papa. Les après-midi étaient plus faciles qu'Adrien ne l'avait pensé. Julien avait un emploi du temps chargé. Cours de tennis, cours particuliers, répétitions musicales, mais il abordait chacune de ces activités avec une obéissance consciencieuse plutôt qu'avec enthousiasme. Adrien s'est retrouvé à jouer un rôle qui allait au-delà de celui d'un simple chauffeur, devenant une oreille attentive et discrète pour un garçon qui avait manifestement peu d'adultes dans sa vie prêts à simplement l'écouter. « Adrien ?» demanda Julien un après-midi alors qu'ils attendaient devant le club de tennis de son entraîneur. « Tu crois que ma mère se sent seule ?» La question prit Adrien au dépourvu. « Pourquoi tu me demandes ça ? Elle travaille tout le temps. Même quand elle est à la maison, elle est sur son téléphone ou son ordinateur. Elle essaye de le cacher, mais je vois bien qu'elle est triste parfois. » Adrien choisit ses mots avec soin. « Ta mère a beaucoup de responsabilités. Diriger une grande entreprise, s'occuper de toi, ça peut être isolant. Elle ne sort avec personne. Les parents de mes potes sortent tout le temps ou reçoivent des gens, mais maman ne fait que travailler. » Julien se tourna sur son siège pour faire face à Adrien. « Tu la trouves jolie ?» Adrien sentit ses joues s'empourprer. « Julien, ce n'est pas vraiment... Mais elle l'est, non ? Et elle est intelligente et drôle quand elle n'est pas en mode business. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours seule. » La conversation est restée dans la tête d'Adrien pendant qu'il raccompagnait Julien chez lui ce soir-là, en parcourant les rues bordées d'arbres du quartier d'Evelyne, où les maisons se trouvaient derrière des portails et des pelouses bien entretenues. Il avait essayé de ne pas penser à Evelyne autrement que comme à son employeur. Mais les questions de Julien l'ont forcé à reconnaître ce qu'il avait soigneusement ignoré. Evelyne était belle, mais plus que ça, elle était fascinante. Au cours de leurs brèves interactions, lorsqu'elle lui donnait l'emploi du temps de Julien et lui demandait comment s'était passée la journée de son fils, Adrien avait entrevu la femme qui se cachait derrière la façade de la PDG. Elle était drôle lorsqu'elle baissait sa garde, s'intéressant sincèrement à la journée d'Adrien, partageant ses petites frustrations concernant les réunions d'affaires et les présentations au conseil d'administration. « Comment se passe ton nouveau boulot ?»
demanda Madame Chen ce soir-là, alors qu'Adrien et Louis dînaient dans leur ancien appartement. Ils cherchaient un meilleur logement, mais Adrien hésitait à faire trop de changements trop rapidement. « Bien, » répondit Adrien, « vraiment bien. Julien est un gentil garçon, mais je pense qu'il se sent seul, tout comme sa mère. » Le ton de Madame Chen était soigneusement neutre, mais Adrien perçut une pointe de curiosité. « Elle a été très gentille avec nous, très pro. » Louis leva les yeux de ses devoirs étalés sur la table de la cuisine. « Je pourrais rencontrer Julien ? Tu as dit qu'il aimait aussi les robots. » Adrien avait mentionné l'intérêt de Julien pour la construction de robots complexes à partir de kits coûteux, et Louis était fasciné par l'idée qu'un garçon de son âge ait accès à des jouets aussi sophistiqués. Peut-être un jour, on verra. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Evelyne appela Adrien directement le vendredi après-midi suivant, son calme habituel légèrement ébranlé. « Adrien, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais pourrais-tu rester tard ce soir ? J'ai un dîner de travail qui se prolonge et la babysitter de Julien a annulé à la dernière minute. »« Bien sûr, » répondit Adrien. « Pas de problème. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup si j'amenais Louis ? Je sais que c'est à la dernière minute, mais je me sentirais mieux si Julien avait de la compagnie et j'aimerais beaucoup rencontrer ton fils. » 1 heure plus tard, Adrien se retrouva à franchir la porte d'entrée de la maison d'Evelyne avec Louis à ses côtés. Tous deux étaient légèrement impressionnés par la taille et l'élégance des lieux. La maison était magnifique mais chaleureuse, remplie de photos de famille et des dessins de Julien, avec des meubles confortables qui invitaient à la détente plutôt qu'à l'intimidation par leur prix. Julien est apparu en haut de l'escalier incurvé, le visage illuminé quand il a vu Louis. « Tu dois être Louis. Tu veux voir ma collection de robots ?» Les deux garçons ont disparu à l'étage dans un brouhaha de conversations animées, laissant Adrien seul dans le hall, se sentant un peu déplacé. Il était déjà venu dans cette maison, mais seulement brièvement, généralement pour attendre dans la cuisine pendant que Julien rassemblait ses affaires. Il semblait bien s'entendre. La voix d'Evelyne retentit derrière lui, et Adrien se retourna pour la voir sortir de ce qui ressemblait à un bureau. Elle portait toujours sa tenue professionnelle, mais ses cheveux étaient légèrement décoiffés et elle avait l'air fatiguée. « Longue journée ?» demanda Adrien. « Interminable. Réunion du conseil d'administration, examen du budget, conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo qui a commencé à 6 heures ce matin, » répondit Evelyne en retirant ses talons avec un soulagement évident. « Je suis désolé de t'imposer ma présence ce soir. Ce n'est pas du tout une contrainte. Louis voulait rencontrer Julien depuis longtemps. » Ils se dirigèrent vers le salon, un espace à la fois élégant et confortable, avec des baies vitrées donnant sur un jardin qui valait probablement plus que le salaire annuel d'Adrien. « Je vous sers quelque chose à boire ? Du café ? Du vin ?» demanda Evelyne en s'installant dans un fauteuil en cuir avec un soupir. « Un café, ce serait parfait. » Pendant qu'Evelyne préparait leur boisson dans une cuisine qui semblait tout droit sortie d'une émission culinaire, Adrien se surprit à étudier les photos de famille qui recouvraient l'un des murs. Julien à différents âges, certains portraits professionnels, d'autres clichés pris sur le vif qui témoignaient d'un amour et d'un lien sincère. Mais aucune trace du père, remarqua Adrien. Pas de photos de mariage, ni de photos de couple. « Le père de Julien n'est pas sur les photos, » dit Evelyne doucement, ayant apparemment remarqué son observation. « Il est parti quand Julien avait 2 ans. Il a dit qu'il n'était pas prêt à assumer la responsabilité d'une famille. Je suis désolé, ça a dû être difficile, ça a été dévastateur à l'époque. Maintenant, je pense que nous sommes mieux ainsi. » Evelyne lui tendit une tasse de café, leurs doigts s'effleurant brièvement lors de l'échange. « Et toi, tu penses à te remettre en couple ?» Adrien faillit s'étouffer avec son café. « Non, pas vraiment. Louis m'occupe beaucoup. Et honnêtement, je ne m'imagine pas expliquer notre situation à quelqu'un de nouveau. » « Quelle situation ? Un père célibataire qui cumule plusieurs boulots juste pour payer les factures. Ce n'est pas vraiment ce que la plupart des femmes recherchent chez un partenaire. » Evelyne scruta son visage avec une intensité qui mit Adrien mal à l'aise. « Tu serais peut-être surpris. Certaines femmes accordent plus d'importance au caractère qu'au compte en banque. » Avant qu'Adrien n'ait pu répondre, des éclats de rire retentirent à l'étage, suivis de la voix enthousiaste de Louis qui criait « Papa, tu dois voir ce robot. Il sait faire des sauts périlleux arrière. » Le moment passa, mais quelque chose avait changé entre eux. Plus tard dans la soirée, alors qu'Adrien et Louis rentraient à la maison, Louis parlait avec enthousiasme de l'impressionnante collection de jouets de Julien et de la pizza qu'ils avaient commandée. Au dîner, Adrien se surprit à repenser aux paroles d'Evelyne et à la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'elle les avait prononcées. De retour chez les Langford, Evelyne se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les feux arrière de la modeste voiture d'Adrien disparaître dans son allée. Julien avait écrit un mot de remerciement à Adrien de sa belle écriture, parlant déjà de la prochaine visite de Louis. Pour la première fois depuis des années, la maison d'Evelyne ressemblait moins à une vitrine qu'à un foyer rempli des bruits des enfants.
des rires et la présence réconfortante d'un homme qui la voyait comme plus qu'une simple transaction commerciale. C'était un sentiment dangereux, elle le savait, mais elle n'était pas tout à fait prête à y renoncer. Adrien remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas un mardi matin, lorsque Julien sembla inhabituellement silencieux pendant le trajet vers l'école. Le garçon, qui était devenu de plus en plus bavard au cours du mois précédent, était assis recroquevillé sur la banquette arrière, le regard fixé sur la vitre, avec une expression qui rappelait à Adrien, avec un sentiment de malaise, le visage de son propre fils pendant les jours les plus difficiles qui avaient suivi la mort de Sarah. « Tout va bien là-bas » demanda Adrien en ajustant le rétroviseur pour mieux voir Julien. « Maman a reçu un appel bizarre. Des appels hier soir » a dit Julien à voix basse. Elle a essayé de le cacher, mais j'ai pu entendre sa voix à travers le mur. Elle avait l'air effrayée. L'instinct protecteur d'Adrien s'est immédiatement réveillé. Quel genre d'appel téléphonique ? Je ne sais pas. Mais elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Je t'ai déjà dit non, et cette conversation est terminée ». Puis je l'ai entendu pleurer après avoir raccroché. Cette révélation pesait lourdement sur le cœur d'Adrien alors qu'il déposait Julien à l'école, le regardant jusqu'à ce que le garçon disparaisse en toute sécurité derrière les portes de sécurité de l'académie privée. Evelyne semblait distraite pendant leur brève interaction ce matin-là. Son attitude habituellement posée montrait des signes de stress qu'Adrien commençait à reconnaître. Quand Adrien est venu chercher Julien cet après-midi-là, le prof du garçon l'a pris à part avec un air inquiet. Julien semblait assez bouleversé aujourd'hui. « Tout va bien à la maison ?» Adrien lui a assuré qu'il parlerait avec Evelyne, mais son inquiétude s'est intensifiée. Ce soir-là, après avoir déposé Julien à la maison, Adrien s'est retrouvé à s'attarder plus longtemps que d'habitude, aidant Julien à faire ses devoirs et restant pour dîner à la demande insistante d'Evelyne. Elle semblait reconnaissante de sa compagnie, même si elle a éludé ses questions prudentes sur son bien-être avec l'aisance d'une personne habituée à gérer seule ses problèmes. Ce n'est que la semaine suivante qu'Adrien découvrit la vérité, et elle lui parvint d'une source inattendue. L'inspectrice Sarah Martinez, la policière qui avait pris la déposition d'Adrien au sujet de l'agression dans la ruelle, l'appela sur son portable pendant le cours de tennis de Julien. « Monsieur Moreau, je me demandais si vous pouviez passer au commissariat. J'aimerais discuter avec vous de certains aspects de votre affaire. » Adrien sentit son estomac se nouer. « Quelque chose ne va pas ? Avez-vous arrêté les agresseurs de Madame Langford ? C'est compliqué. Pourriez-vous venir cet après-midi ? Et Monsieur Moreau, vous devriez suggérer à Madame Langford de vous accompagner. » Le commissariat était aussi déprimant qu'Adrien s'en souvenait lors de sa précédente visite, avec ses néons et son mobilier usé qui avait été le théâtre de trop nombreuses conversations difficiles. L'inspectrice Martinez les a accueillis dans une petite salle de réunion, l'air grave, et a étalé plusieurs photos sur la table rayée. Des images de vidéosurveillance, a-t-elle expliqué, en montrant des images noires et blancs granuleuses qui montraient la ruelle où Adrien avait été poignardé. Elles viennent d'être développées à partir du bâtiment d'en face. Evelyne s'est penchée en avant, étudiant les images avec une confusion grandissante. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on regarde ? C'était pris environ 20 minutes avant l'attaque, dit Martinez en montrant l'horodatage sur l'une des photos. Vous reconnaissez cet homme ? Adrien vit le visage d'Evelyne pâlir tandis qu'elle fixait l'image. Elle montrait un homme bien habillé debout à l'entrée de la ruelle, apparemment en train de parler au téléphone tout en observant la rue. « Marcus » murmura Evelyne, d'une voix à peine audible. « Marcus » demanda Adrien à mon frère. Les mains d'Evelyne tremblaient lorsqu'elle prit la photo. Mais ça n'a aucun sens. Que ferait-il là ? L'inspecteur Martinez posa une autre photo sur la table. Elle avait été prise 5 minutes plus tard. Votre frère rencontrait 2 hommes qui correspondaient à la description de vos agresseurs. La pièce sembla basculer autour d'Adrien lorsque les implications devinrent claires. L'agression n'était pas le fruit du hasard. Le propre frère d'Evelyne l'avait piégé, avait organisé son agression, et peut-être pire encore, dans cette ruelle sombre. Pourquoi ? La voix d'Evelyne était vide. Toute sa force et son sang-froid habituel avaient disparu. Pourquoi Marcus ferait-il ça ? Nous avons enquêté sur la situation financière de votre frère, dit Martinez doucement. Il a accumulé d'importantes dettes de jeu auprès de personnes très dangereuses. Des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement ni les plans de remboursement. Adrien se sentit mal. Il repensa à l'inquiétude silencieuse de Julien, aux appels téléphoniques qui avaient effrayé Evelyne, au fait qu'ils avaient tous failli la perdre cette nuit-là dans la ruelle. « Combien doit-il » demanda Evelyne. Adrien voyait bien qu'elle s'en doutait déjà. La réponse serait dévastatrice. Près de 2 millions de dollars à un seul usurier lié au crime organisé. Martinez se pencha en avant, l'air sérieux. « Mzelle Langford, vous devez comprendre quelque chose. Ces gens-là ne s'en vont pas simplement quand ils ne peuvent pas récupérer leur argent. Ils passent à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Adrien, même s'il craignait déjà de le savoir. « Ça veut dire qu'ils s'en prendront aux membres de la famille, surtout ceux qui ont les moyens de payer.
Martinez regarda Evelyne droit dans les yeux. « Ça veut dire que vous et votre fils êtes en danger. » Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. L'esprit d'Adrien passa en revue tout ce qui s'était passé depuis cette nuit dans la ruelle, le voyant sous un nouveau jour, celui de la trahison et de la menace permanente. « Les appels téléphoniques, » dit finalement Evelyne. « Ils m'ont appelé pour me demander de payer les dettes de Marcus. Je pensais que c'était juste des arnaqueurs, des gens qui avaient lu l'article sur l'agression dans les journaux et qui essayaient d'en profiter. »« Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ?» demanda Martinez. « Qu'on leur devait de l'argent, que si on ne payait pas, ils s'assureraient qu'on comprenne les conséquences. » La voix d'Evelyne était calme, mais Adrien pouvait voir la peur dans ses yeux. « Je leur ai dit que je n'étais pas responsable des dettes de mon frère. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses, » dit Martinez. « Pour eux, tu es la police d'assurance de Marcus, une sœur riche qui peut couvrir ses pertes. » Adrien sentit une rage froide monter en lui. « Où est Marcus maintenant ? On le cherche, il a disparu. Il se cache probablement à la fois de ses créanciers et de nous. » Martinez rassembla les photos. « Zell Langford, j'ai une question difficile à vous poser. Êtes-vous prête à coopérer avec notre enquête ? À nous aider à monter un dossier contre ces personnes ? » « Bien sûr, » répondit immédiatement Evelyne. « Tout ce qu'il faut. Ça veut dire porter un micro quand ils appellent, enregistrer les conversations. Ça pourrait être dangereux. » Adrien parla avant de pouvoir se retenir. « Non, absolument pas. Vous ne la mettrez pas davantage en danger. » Les deux femmes le regardèrent avec surprise, et Adrien réalisa qu'il avait révélé plus de ses sentiments qu'il ne l'avait voulu. Mais il ne pouvait se résoudre à respecter les limites professionnelles alors que la sécurité d'Evelyne était en jeu. « Adrien a raison, » dit Evelyne doucement. « Je dois penser à Julien. Je ne peux pas prendre le risque de le laisser sans mère. » Alors qu'ils quittaient le commissariat, l'esprit d'Adrien était déjà passé en mode protecteur. Sa formation militaire, en sommeil depuis des années, recommençait à se manifester alors qu'il répertoriait mentalement les failles de sécurité et les menaces potentielles. « Je devrais démissionner, » dit-il alors qu'ils rejoignaient leur voiture. « Ça change tout. Je ne peux pas protéger Julien si je ne suis pas au courant de toute la situation. » « Non. » La réponse d'Evelyne fut immédiate et ferme. « Adrien, tu es la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. Si jamais, j'ai plus besoin de toi que jamais. Ce ne sont pas des agresseurs au hasard, Evelyne. Ce sont des criminels professionnels qui sont prêts à faire du mal à des membres de la famille pour récupérer des dettes. Ça va bien au-delà de ce pourquoi tu m'as engagé. » Evelyne s'approcha, posant sa main sur son bras. « Tu m'as déjà sauvé la vie une fois. Cette nuit-là, dans la ruelle, si tu n'avais pas été là… » Elle ne put finir sa phrase. Adrien la regarda dans les yeux et y vit non seulement de la peur, mais aussi de la confiance. Une confiance totale et inébranlable en sa capacité à la protéger, elle et Julien. C'était une responsabilité qui le terrifiait et le rendait humble à parts égales. « On doit renforcer la sécurité, » dit-il finalement. « Une sécurité professionnelle, pas seulement moi. Fais ce que tu penses être le mieux. » En rentrant chez lui ce soir-là, Adrien réfléchissait à plein de plans et de scénarios. Il allait devoir se renseigner sur l'organisation criminelle à laquelle ils avaient affaire, comprendre leurs méthodes et leurs capacités. Il allait devoir coordonner ses efforts avec l'équipe de sécurité d'Evelyne, probablement revoir toute leur approche. Mais surtout, il allait devoir assurer la sécurité de Julien et Louis pendant qu'ils naviguaient dans cette nouvelle réalité dangereuse. L'idée que l'un des deux garçons puisse être blessé à cause des erreurs et des trahisons des adultes fit serrer les mâchoires d'Adrien avec détermination. Ce soir-là, alors qu'il bordait Louis dans son lit, Adrien fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quoi que ces gens aient prévu, il ne les laisserait pas faire de mal à la famille qu'il avait appris à aimer. Il avait perdu Sarah à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, mais il ne perdrait personne d'autre, pas sous sa surveillance. La lettre de menace arriva un jeudi matin, glissée sous la porte du bureau d'Evelyne entre le passage de la sécurité de nuit et son arrivée à 7 heures. Catherine la trouva la première, et son calme habituel se fissura lorsqu'elle lut le message tapé à la machine, les mains légèrement tremblantes. « Mademoiselle Langford », dit-elle d'une voix soigneusement maîtrisée lorsque Evelyne sortit de l'ascenseur. « Il y a un truc que tu dois voir. » La lettre était courte et directe. « La dette de ton frère est maintenant la tienne. 2 millions de dollars, intérêt compris. Tu as 72 heures pour t'arranger, sinon on commencera à récupérer notre dû autrement. On sait où ton fils va à l'école. » Evelyne la lut 2 fois, son visage pâlissant à chaque mot. La mention de Julien lui glaça le sang, transformant sa peur abstraite en quelque chose d'immédiat et de viscéral. « Appelle Adrien, » dit-elle d'une voix calme, malgré la terreur qui la parcourait. « Dis-lui de venir chercher Julien immédiatement et de l'amener ici. Puis annule tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. » Adrien arriva dans les 20 minutes. Julien était à ses côtés, l'air confus, mais pas encore effrayé. Le soulagement d'Evelyne de les voir tous les deux sains et saufs était si profond qu'elle faillit tomber à genoux. « Que se passe-t-il » demanda Julien,
sentant la tension dans la pièce malgré les efforts des adultes pour paraître calme. « On doit avoir une réunion de famille », dit Evelyne en les guidant vers sa salle de conférence privée. « Il y a des choses que vous devez savoir. » Adrien écouta Evelyne expliquer la situation à Julien dans des termes qu'un enfant de 12 ans pouvait comprendre. Oncle Marcus avait fait de mauvais choix. Des gens dangereux étaient en colère à cause d'argent, et il devait être très prudent pendant un certain temps. Les questions de Julien étaient réfléchies et matures, révélant une résilience qui rappelait à Adrien la capacité de son propre fils à s'adapter à des circonstances difficiles. « Donc, on est comme les témoins dans ces films ?» demanda Julien. « Ceux qui doivent être protégés ?» « Quelque chose comme ça, » répondit Adrien. « Mais ce n'est pas un film, mon grand, c'est la réalité, ce qui veut dire qu'on doit tous prendre ça au sérieux. » Une fois Julien installé dans le bureau extérieur avec Catherine, travaillant ses devoirs sous l'œil vigilant de la sécurité du bâtiment, Adrien et Evelyne se retirèrent dans le bureau privé de cette dernière pour planifier les prochaines étapes. « Je dois te dire quelque chose, » dit Adrien en s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. « Quelque chose que j'aurais dû mentionner avant, mais qui ne semblait pas pertinent. » Evelyne leva les yeux du bloc-notes sur lequel elle prenait des notes. « Quoi ? Je n'ai pas toujours été ouvrier du bâtiment. Avant ça, avant de rencontrer Sarah, j'étais dans l'armée, dans les forces spéciales, j'ai fait 2 missions en Afghanistan et une en Irak. » Cette révélation resta suspendue entre eux, remettant en question tout ce qu'Evelyne pensait. Elle connaissait les capacités d'Adrien. Soudain, son calme et sa compétence dans la ruelle prenaient tout leur sens, tout comme son passage immédiat en mode protecteur lorsque les menaces s'étaient intensifiées. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle, d'un ton plus curieux qu'accusateur. « Parce que c'était une autre vie, une autre personne, » répondit Adrien en serrant les mâchoires. « J'ai quitté l'armée parce que je voulais une vie normale, paisible, une famille, un boulot régulier, une vie sans armes ni plan tactique. Mais tu te souviens comment faire ces choses-là. On n'oublie pas un entraînement comme celui-là. C'est comme faire du vélo, sauf que le vélo est conçu pour neutraliser les menaces et protéger les cibles de grande valeur. » Evelyne ressentit un mélange complexe de soulagement et d'appréhension. Soulagement que la protection d'Adrien s'accompagne d'une expertise professionnelle. Appréhension quant à ce que cela pourrait signifier pour la violence qui pourrait les attendre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. Adrien sortit son téléphone et lui montra une liste qu'il avait compilée. « D'abord, on doit mettre les 2 garçons en sécurité, dans un endroit où ces gens ne peuvent pas les atteindre. Ensuite, on doit se coordonner avec l'inspecteur Martinez et découvrir exactement à quoi on a affaire. En sécurité comment? En sécurité où? J'ai un ami de mon unité, à la retraite, qui dirige maintenant une société de sécurité privée. Il dispose d'un site sécurisé en dehors de la ville, conçu précisément pour ce genre de situation. » La voix d'Adrien prenait le ton efficace de quelqu'un habitué à la planification opérationnelle. « Les garçons peuvent rester là-bas sous protection professionnelle pendant qu'on s'occupe de ça. Je ne peux pas envoyer Julien loin. Il a déjà subi suffisamment de bouleversements dans sa vie. Evelyne, ils l'ont menacé spécifiquement. Ce ne sont pas des gens qui font des menaces en l'air. » Le fait qu'Adrien utilise son prénom, qu'il abandonne les barrières formelles, lui semblait significatif d'une manière qui n'avait rien à voir avec la crise actuelle. Evelyne réalisa qu'au cours des dernières semaines, leur relation était passée du professionnel au personnel, et que la menace à laquelle ils faisaient face cristallisait des sentiments qu'elle avait essayé d'ignorer. « Et nous ?» demanda-t-elle. « Si les garçons sont en sécurité, qu'est-ce qui nous arrive ?»« On devient l'appât », répondit simplement Adrien. « On se rend visible. On détourne leur attention de Julien et Louis pendant que la police monte son dossier. Ça a l'air super dangereux. Oui, mais c'est le seul moyen d'en finir définitivement. Si on se cache, ils attendront que ça passe. Ces gens-là sont patients quand ça sert leurs intérêts. » Alors qu'ils affinaient leur plan au cours des heures suivantes, Evelyne se surprit à observer Adrien avec une nouvelle admiration. Le concierge au caractère doux qui lui avait sauvé la vie révélait des compétences et une réflexion stratégique qui l'impressionnaient et l'attiraient. Sa transformation d'employé à protecteur puis à partenaire tactique semblait naturelle, malgré sa rapidité. « Adrien, » dit-elle alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient dans son bureau, « je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive, quels que soient les risques que nous prenons, je t'en suis reconnaissante. Pas seulement pour ta protection, mais pour tout. Tu as donné à Julien quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Une figure paternelle qui fait passer son bien-être avant tout. » La réponse d'Adrien fut interrompue par la voix de Catherine dans l'interphone. « Mlle Langford, le détective Martinez est là pour vous voir. » Le détective apporta des nouvelles à la fois encourageantes et alarmantes. La police avait identifié l'organisation criminelle derrière les dettes de Marcus, une opération sophistiquée liée au blanchiment d'argent et à la traite d'êtres humains. Ils étaient dangereux, mais ils faisaient aussi l'objet d'une enquête fédérale, ce qui signifiait que des ressources étaient disponibles pour protéger Evelyne et monter un dossier complet.
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut probablement démanteler toute l'opération si on s'y prend bien, expliqua Martinez. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont plus dangereux qu'on ne le pensait au départ. Ce ne sont pas seulement des requins solitaires. Ils font partie d'une entreprise criminelle plus vaste. « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» demanda Adrien, son attitude militaire transparaissant dans sa posture et son ton. Martinez l'étudia avec un intérêt nouveau. « Vous avez une expérience opérationnelle, vous avez fait partie des forces spéciales, vous avez participé à 3 déploiements. Ça change la donne. Avec votre expérience, on pourrait peut-être mettre en place quelque chose de plus sophistiqué que de simplement porter un micro. » Martinez sortit une tablette et leur montra des photos de surveillance. On a identifié leur principal lieu de rencontre, mais on a besoin de quelqu'un à l'intérieur pour obtenir des informations exploitables. Adrien et Evelyne échangèrent un regard. « Comment ça, à l'intérieur ?» demanda Evelyne. « Tu vas à la réunion qu'ils exigent. Adrien t'accompagne pour assurer ta sécurité. On vous équipe tous les deux de micros, on positionne des renforts et on essaie de les enregistrer pendant qu'ils discutent de toute leur opération. »« Absolument pas, » répondit immédiatement Adrien. « Il y a trop de variables, trop de choses qui pourraient mal tourner. C'est le moyen le plus rapide d'en finir, » a rétorqué Martinez. « Et avec ton expérience tactique, l'évaluation des risques change considérablement. » Ce soir-là, alors qu'ils finalisaient les dispositions pour transférer Julien et Louis dans les locaux sécurisés de l'ami d'Adrien, Evelyne s'est retrouvée seule avec Adrien dans son bureau à domicile. Les garçons étaient à l'étage en train de faire leurs valises, leur voix résonnant dans le couloir, tandis que Julien expliquait sa collection de robots à Louis, qui était fasciné. « Sommes-nous fous d'envisager cela ?» demanda Evelyne en regardant les plans tactiques qu'Adrien avait esquissés sur son tableau blanc. « Probablement, » répondit Adrien, mais son sourire atténua la dureté de son aveu. « Cependant, la folie est peut-être notre meilleure option. » Evelyne s'approcha pour étudier les schémas et les scénarios qu'il avait élaborés avec une précision militaire. « Je n'arrête pas de repenser à cette nuit dans la ruelle. Tu n'as pas hésité à aider un inconnu. Ici, c'est différent. Ce n'est pas un inconnu. » Cette simple déclaration avait un poids qui n'avait rien à voir avec les relations employeur-employé. Evelyne se tourna vers lui, soudain très consciente de la proximité entre eux, de la façon dont la crise avait effacé toutes les frontières professionnelles qu'ils avaient soigneusement maintenues. « Adrien, dit-elle doucement, quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que tu as changé nos vies. Julien et moi, avant, on existait simplement, on faisait les choses machinalement. Tu nous as fait retrouver le sentiment d'être une famille. » Adrien répondit en prenant son visage entre ses mains, ses doigts calleux caressant doucement sa peau. « Evelyne, Le baiser qui suivit était inévitable, né d'un danger partagé et d'une confiance grandissante, de la reconnaissance que certaines connexions transcendent les circonstances et les barrières sociales. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. L'air entre eux était chargé de possibilités et de promesses. « Une fois que tout ça sera fini, » dit Adrien, le front appuyé contre le sien. « On doit parler de ce que ça veut dire. Une fois que tout ça sera fini, » acquiesça Evelyne. « On aura tout le temps du monde pour y réfléchir. » Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle. Inconsciente du fait que dans un manoir surplombant le port, 2 personnes s'apprêtaient à tout risquer pour protéger la famille qu'elles avaient trouvée de manière inattendue l'une dans l'autre. Les plaques d'identité qu'Adrien avait gardées cachées sous sa chemise depuis des années étaient désormais visibles sur sa poitrine, rappelant le soldat qu'il avait été et le protecteur qu'il avait choisi de redevenir. Sa chemise était depuis des années visible sur sa poitrine, rappelant le soldat qu'il avait été et le protecteur qu'il avait choisi de redevenir. L'attaque eut lieu à l'aube. 3 SUV noirs remontèrent l'allée sinueuse menant au domaine Lanford avec la précision coordonnée d'une opération militaire. Adrien les repéra depuis son poste de sécurité où il surveillait les caméras périphériques depuis 4 heures du matin, alimentées par le café et l'adrénaline. « Contact », dit-il dans sa radio, la voix calme malgré la tension qui montait dans sa poitrine. 3 véhicules approchent de l'entrée principale, toutes les unités en position défensive. L'équipe de sécurité d'Evelyne, renforcée par Marcus Williams, un pote d'Adrien, et 2 autres anciens membres des forces spéciales, se déplaçaient avec une efficacité acquise à force de pratique. Ils avaient passé la journée précédente à fortifier la maison, à établir des champs de tir et à passer en revue les plans d'urgence dont Adrien espérait qu'ils n'auraient pas besoin. « Où es-tu » La voix d'Evelyne résonna dans son oreillette, tendue par une peur contenue. « Dans la pièce sécurisée, comme prévu », répondit Adrien en vérifiant une dernière fois son arme. « Reste là jusqu'à ce que je te dise que tout va bien, quoi que tu entendes. » Adrien avait insisté pour porter ouvertement les plaques d'identité militaire qu'il arborait désormais, non par sentimentalisme, mais pour pouvoir être identifié si tout tournait mal. Sa transformation de chauffeur protecteur en opérateur tactique était complète. Des années de vie civile s'étaient effacées pour révéler le soldat qui se cachait en lui.
Le premier SUV s'arrêta à 50 mètres de la maison, et Adrien compta 8 hommes en sortir avec les mouvements fluides de professionnels. Ce n'étaient pas des voyous de rue ou des amateurs désespérés. C'étaient des agents entraînés, ce qui rendait la situation à la fois plus dangereuse et plus prévisible. « Ils vont essayer de nous prendre à revers », murmura Adrien dans sa radio, en regardant les attaquants se déployer en formation. « Williams, emmène ton équipe à l'arrière. Je vais tenir l'approche frontale avec Rodriguez et Chen. » Le nom de code militaire d'Adrien était Fantôme, gagné au cours de 3 missions où il avait rendu l'impossible routinier. Se déplaçant maintenant dans la maison d'Evelyne avec un silence exercé, il ressentait le calme familier qui accompagnait les opérations de combat. C'était pour ça qu'il avait été formé, ce dont son corps se souvenait même après des années de vie civile paisible. Les premiers coups de feu vinrent par les fenêtres avant, précis, mais pas immédiatement dangereux. Une sonde pour tester leur défense et provoquer des tirs de riposte. Adrien garda sa position, attendant que les attaquants révèlent leur véritable stratégie. « Du mouvement du côté est », rapporta Williams. 4 tangos essaient de forcer les portes du patio. « Négatif », répondit Adrien, étudiant l'affichage tactique sur sa tablette. « Laissons-les croire qu'ils réussissent. Nous voulons les voir à l'intérieur, où nous pouvons contrôler l'engagement. » Le système de sécurité de la maison avait été amélioré au-delà des normes civiles, avec des pièces sécurisées renforcées, du verre pare-balles et des positions défensives qu'Adrien avait personnellement sélectionnées. Les attaquants marchaient dans un piège soigneusement préparé. « Adrien », la voix d'Evelyne était calme malgré les circonstances. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Marcus est avec eux. Je le vois sur la caméra nord. » Adrien serra les mâchoires en passant sur le bon écran. Le frère d'Evelyne se tenait à côté d'un des SUV, discutant avec animation avec un homme en costume chic qui était clairement le chef. La trahison était totale. Marcus n'était plus juste un débiteur. Il participait activement à la menace qui pesait sur sa propre sœur et son neveu. « Bien reçu », dit Adrien, d'une voix soigneusement neutre. « Restez dans la pièce sécurisée. » La situation tactique se déroula exactement comme Adrien l'avait prévu. Les assaillants divisèrent leurs forces, le groupe principal créant une diversion à l'avant, tandis qu'une petite équipe tentait de pénétrer à l'arrière de la maison. Adrien coordonna sa défense avec le calme et la précision de quelqu'un qui avait déjà fait ça plusieurs fois dans des conditions bien pires. « Contact à l'arrière », signala Williams alors que le bruit de verre brisé résonnait dans la maison. 3 tangos dans la cuisine. Engageant le combat, Adrien se déplaça dans la maison comme de l'eau, utilisant les meubles et les éléments architecturaux comme couverture tout en se dirigeant vers la cuisine. Les attaquants étaient bons, mais ils se battaient sur un terrain qu'Adrien avait préparé, dans une maison qu'il avait étudiée jusqu'à en connaître tous les angles et toutes les approches. Le premier intrus contourna le coin et entra dans le champ de tir d'Adrien, qui l'abattit avec l'efficacité rapide d'un professionnel. Le deuxième tenta de battre en retraite, mais trouva Williams qui l'attendait dans le couloir derrière lui. Le troisième se rendit lorsqu'il fut pris entre 2 feux. « La cuisine est sécurisée », rapporta Adrien. 2 sont à terre, 1 est en détention. L'assaut frontal fut plus agressif, mais tout aussi infructueux. L'équipe de sécurité d'Adrien avait préparé des champs de tir qui se chevauchaient, transformant l'élégant hall d'entrée en un champ de bataille, pour quiconque tentait d'y pénétrer de force. L'avantage numérique des assaillants ne signifiait rien lorsqu'ils étaient contraints de se faufiler dans un goulot d'étranglement. Adrien, la voix de Rodriguez était pleine d'excitation. Le type en costume demande la retraite. Il se replie vers les véhicules. Adrien se dirigea vers une fenêtre d'où il pouvait observer le retrait. L'opération avait duré moins de 15 minutes, mais elle lui avait semblé durer des heures. Son corps vibrait de cette combinaison familière d'épuisement et d'hypervigilance qui suit les combats. Marcus était toujours visible à côté du SUV de tête, et Adrien pouvait le voir se disputer avec l'homme en costume. Même à cette distance, Adrien pouvait lire son langage corporel. Marcus avait peur, il était désespéré, réalisant probablement que son plan consistant à utiliser la fortune de sa sœur pour résoudre ses problèmes s'était retourné contre lui de manière catastrophique. « Williams, tu peux tirer sans risque sur les véhicules ?» demanda Adrien, négatif. « Trop de risques de victimes civiles s'ils ripostent vers la maison. » Adrien prit une décision tactique rapide. Toutes les unités restent en position. Laissez-les partir. On a ce qu'on veut. Alors que les SUV disparaissaient dans l'allée, Adrien ressentit la clarté familière qui suivait les opérations réussies. Ils avaient protégé la maison I, récupéré les infos et envoyé un message clair sur le prix à payer pour menacer Evelyne et Julien. Mais ils savaient aussi que ce n'était que le début. L'organisation criminelle derrière les dettes de Marcus n'abandonnerait pas après un seul assaut raté. Elle se regrouperait, changerait de tactique et intensifierait probablement le niveau de violence qu'elle était prête à employer. Adrien appuya une dernière fois sur le bouton de sa radio. Tout est clair. Menace neutralisée, début de l'évaluation des dégâts et du traitement des prisonniers. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de penser à Evelyne,
qui attendait dans la pièce sécurisée, confiante qu'il la garderait en vie. Les plaques d'identité autour de son cou reflétaient la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres criblées d'impacts de balles, lui rappelant les promesses qu'il avait faites et les responsabilités qu'il avait acceptées. Le plus facile était passé. Il restait maintenant la tâche plus difficile de mettre fin définitivement à cette menace. Le face-à-face dura encore 1 heure, Adrien coordonnant les efforts de l'équipe tactique du détective Martinez et de son propre personnel de sécurité, tandis qu'Evelyn restait dans la salle sécurisée. L'attaquant capturé avait fourni des informations précieuses lors de son interrogatoire, révélant l'emplacement du quartier général de l'organisation criminelle et confirmant que Marcus leur avait activement fourni des informations sur les mesures de sécurité d'Evelyn. « Il prépare en quelque chose de plus important », rapporta Martinez par radio sécurisée. « Ce n'était qu'un test. La véritable attaque aura lieu ce soir dans l'immeuble de bureau du centre-ville. » Adrien étudia la carte tactique étalée sur la table de la salle à manger d'Evelyn. Son esprit calcula automatiquement les angles d'attaque et les positions défensives. « Ils veulent nous faire sortir de notre position fortifiée pour nous attirer dans un endroit qu'ils peuvent contrôler. C'est un piège, ajouta Williams, le visage balafré et sombre, conscient de la situation. Ils comptent sur nous pour mordre à l'hameçon. Alors nous allons les devancer, dit Adrien, le doigt traçant des lignes sur les plans du bâtiment fournis par Martinez. Mais nous le ferons à notre manière et au moment que nous aurons choisi. Le plan qui émergea était une doctrine militaire classique. Utiliser les attentes de l'ennemi contre lui, tout en conservant une supériorité tactique grâce à un meilleur renseignement et un meilleur positionnement. Adrien accompagnerait Evelyn à la réunion demandée, mais ils arriveraient tôt, avec une surveillance complète et des renforts positionnés dans tout le bâtiment. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le domaine, Adrien se surprit à vérifier et revérifier son équipement avec la précision méthodique de quelqu'un qui se prépare pour une mission où il n'y a pas droit à l'erreur. La simple alliance qu'il avait achetée ce matin-là se trouvait dans la poche de son gilet tactique, une promesse qu'il avait l'intention de faire s'ils survivaient tous les deux aux prochaines heures. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Evelyn en sortant de la pièce sécurisée et en trouvant Adrien en train d'ajuster son gilet pare-balles dans le miroir de son couloir. « On pourrait simplement disparaître, emmener les garçons et quitter le pays. Fuir ne résoudra rien, » répondit Adrien en croisant son regard dans le reflet. « Ces gens-là n'arrêteront pas tant qu'on ne les aura pas arrêtés. Et Marcus, ajouta-t-il après une pause, choisissant ses mots avec soin. Ton frère a fait des choix qui t'ont mise, toi et Julien, en danger. Je ne peux pas laisser passer ça. » Evelyn s'approcha et l'aida à ajuster les sangles de son gilet avec une familiarité surprenante. « Tu l'as déjà fait. Plusieurs fois, dans des circonstances différentes, avec des enjeux différents. » Adrien se tourna vers elle pour la regarder directement. « Je n'ai jamais eu autant à perdre auparavant. » Cette confession resta suspendue entre eux, avec un poids qui dépassait le danger immédiat. Adrien fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, les mains fermes malgré l'importance de ce qu'il s'apprêtait à risquer. « Ce n'est probablement pas le bon moment, dit-il. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais un moment parfait pour des gens comme nous. » Evelyn retint son souffle lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler 2 simples alliances en or, élégantes dans leur perfection discrète. « Adrien, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Je sais que notre situation est compliquée, mais je sais aussi que ce que je ressens pour toi et Julien n'est pas quelque chose qui arrive 2 fois dans une vie. » La voix d'Adrien était ferme, empreinte de la même certitude calme qu'il apportait à la planification tactique. « Épouse-moi, Evelyn. Laisse-moi être la famille que toi et Julien méritez. » La réponse d'Evelyn fut interrompue par le bruit sec d'un coup de feu provenant de l'extérieur, suivi immédiatement par la voix de Williams à la radio. « Contact, Marcus Langford s'approche de la maison sous un drapeau blanc. Il est seul, mais j'ai un mouvement dans les arbres. » Adrien jura silencieusement, sa demande en mariage brisée par la réalité de leur situation. Mais la main d'Evelyn sur son bras l'empêcha de se diriger vers son arme. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui à tout, à la demande en mariage, à la famille, à tout ce qui viendra après que nous aurons traversé cette épreuve. » Le baiser d'Adrien fut intense et bref, une promesse scellée dans des circonstances impossibles. Puis il se dirigea vers la porte, son arme prête, son esprit repassant en mode combat, même si son cœur était encore tout chaud de l'acceptation d'Evelyn. Marcus se tenait à 50 mètres de la porte d'entrée, son costume chair froissé et son visage marquant la tension de plusieurs semaines passées à fuir les conséquences. Adrien pouvait voir le désespoir dans la posture du frère d'Evelyn, cette peur particulière qui vient quand on doit de l'argent à des gens qui récupèrent leurs dettes par la violence. « Evelyn » appela Marcus, la voix légèrement cassée. « Je dois te parler. Juste 5 minutes et tout ça sera fini. » L'évaluation tactique d'Adrien fut immédiate et sombre. Marcus était équipé d'un micro, probablement surveillé à distance.
Le mouvement que Williams avait repéré dans les arbres était presque certainement celui de tireurs d'élite prêts à éliminer Adrien et Evelyn si la conversation ne se déroulait pas comme prévu. « C'est un appât », murmura Adrien dans sa radio. « Une mise en place classique pour un assassinat. Williams, tu peux confirmer les positions des snipers ? 2 confirmés, probablement plus. Ce n'est pas une négociation, c'est une exécution. » Adrien prit sa décision avec le sang-froid de quelqu'un qui a l'habitude d'évaluer des situations impossibles. « Evelyn, reste à l'intérieur, ça se termine maintenant. » Il franchit la porte d'entrée avec un calme délibéré. Son arme était visible, mais ne semblait pas immédiatement menaçante. Le soulagement de Marcus en le voyant était sincère, ce qui suggérait que le frère d'Evelyn croyait encore pouvoir se sortir de la situation qu'il avait créée. « Adrien, Dieu merci, dis à Evelyn que je peux arranger ça. J'ai juste besoin de… » La balle du sniper atteignit Marcus à la poitrine avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le faisant tournoyer et le projetant sur la pelouse impeccablement entretenue. Adrien était déjà en mouvement avant que Marcus ne touche le sol, zigzagant vers l'arbre tout en appelant des renforts et une assistance médicale. La fusillade qui s'ensuivit fut brève mais intense. La formation militaire d'Adrien reprit complètement le dessus. Des années de douceur civile furent balayées par le besoin immédiat de neutraliser les menaces et de protéger la femme qu'il aimait. Williams et son équipe agissaient avec une efficacité professionnelle, transformant l'embuscade de l'attaquant en une déroute qui fit 3 morts et 2 capturés. Adrien a reçu une balle dans l'épaule gauche pendant la phase finale de l'assaut. L'impact l'a fait tourner sur lui-même, mais ne l'a pas fait tomber. La douleur était familière, supportable, secondaire par rapport à la nécessité de s'assurer que toutes les menaces étaient éliminées. « C'est bon !» a crié Williams alors que les sirènes de police hurlaient au loin. « Tous les suspects sont neutralisés ou en détention. » Adrien a rangé son arme et s'est dirigé prudemment vers l'endroit où Marcus gisait, blessé mais vivant, sur la pelouse. Le frère d'Evelyn le regarda avec des yeux qui reflétaient la douleur, la peur et quelque chose qui pouvait être de la gratitude. « Elle sera en sécurité maintenant », murmura Marcus, le sang maculant ses lèvres. « Elle sera en sécurité », confirma Adrien, en appuyant sa veste contre la blessure de Marcus pendant qu'ils attendaient les ambulanciers. « Mais tu vas devoir vivre avec ce que tu lui as fait. » Pendant que le détective Martinez supervisait la scène du crime et qu'Adrien recevait des soins médicaux pour sa blessure à l'épaule, Evelyn sortit de la maison pour constater les conséquences de la trahison de son frère. Le domaine qui avait été son sanctuaire était désormais marqué par la violence, mais Adrien pouvait voir sur son visage qu'elle comprenait la nécessité de ce qui s'était passé. « C'est fini ?» demanda-t-elle en prenant la main indemne d'Adrien. « Et si, c'est fini », confirma Adrien. Les alliances simples dans la poche de son gilet, une promesse du nouveau départ qu'ils pouvaient enfin planifier ensemble. 1 an plus tard, Adrien Moreau-Langford se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison, regardant par la fenêtre Julien et Louis courir dans le jardin avec l'énergie insouciante de frères qui avaient oublié qu'ils n'avaient pas toujours été une famille. La maison était plus petite que le domaine d'Evelyn, mais plus grande que l'ancien appartement d'Adrien. Un compromis parfait qui reflétait leur vie commune. « Le café est prêt », dit Evelyn en enlaçant Adrien par la taille. La simple alliance en or à son doigt captait la lumière du matin, mais suffisait encore à faire sourire Adrien chaque fois qu'il la remarquait. « Ils vont s'épuiser avant d'aller à l'école », observa Adrien en prenant la tasse qu'elle lui tendait. Louis est convaincu qu'il peut apprendre à Julien à grimper aux chênes. Julien doit apprendre que tout ne nécessite pas un plan stratégique. Evelyn rit. « Ton fils lui apprend à être spontané. »« Notre fils », corrigea gentiment Adrien. Une distinction qui était devenue naturelle au cours du mois qui avait suivi leur mariage discret. « Nos 2 fils. » La cérémonie avait été simple, organisée dans le jardin derrière leur nouvelle maison, avec pour seuls témoins Madame Chen, le détective Martinez et Williams, l'ami d'Adrien. Julien avait été le garçon d'honneur avec une fierté solennelle, tandis que Louis avait commenté les vœux, faisant rire tout le monde malgré les larmes. Le nouveau rôle d'Adrien en tant que responsable de la sécurité chez Lunford Industries s'était avéré être plus qu'un simple poste professionnel. C'était un partenariat qui tirait parti de son expertise militaire et du sens des affaires d'Evelyn. Ensemble, ils avaient mis au point des protocoles de sécurité que d'autres entreprises commençaient à adopter, transformant l'instinct protecteur d'Adrien en une activité de conseil en pleine expansion. L'inauguration du centre communautaire aura lieu le mois prochain, dit Evelyn en s'installant à côté d'Adrien à leur table de cuisine. Le maire veut qu'on soit tous les 2 là pour couper le ruban. Adrien acquiesça, toujours étonné de voir à quel point Evelyn avait naturellement adhéré à sa vision d'aider d'autres pères célibataires à relever les défis auxquels il avait été confronté.
Le centre communautaire Moreau-Langford offrirait des formations professionnelles, des services de garde d'enfants et des services de soutien aux familles qui luttaient pour trouver une certaine stabilité dans une économie incertaine. Madame Rodriguez a appelé hier. Evelyne a continué. 3 autres pères se sont inscrits au programme de placement, dont un qui a entendu parler de nous par son superviseur de nuit chez Meridian. Adrien n'a pas manqué de remarquer l'ironie du fait que son ancien lieu de travail était devenu un terrain de recrutement pour les familles qui avaient besoin du même type d'aide qu'il avait autrefois été trop fier d'accepter. Marcus Rodriguez, son ancien superviseur, était devenu un ambassadeur officieux de leur programme, identifiant les hommes qui cumulaient plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de leurs enfants. « Des nouvelles de Marcus ?» demanda Adrien, faisant référence au frère d'Evelyne plutôt qu'à son ancien patron. Son avocat dit qu'il se porte bien en détention minimale. Le programme de conseil l'aide à lutter contre son addiction au jeu. La voix d'Evelyne trahissait des émotions complexes, un mélange de pardon et de prudence. L'amour tempéré par le souvenir de la trahison. Il veut écrire une lettre à Julien. Adrien réfléchit attentivement. La coopération de Marcus avec les enquêteurs fédéraux lui avait valu une peine plus légère. Et son remords semblait sincère. Mais le bien-être de Julien restait la principale préoccupation d'Adrien. Qu'en pense Julien ? Il est curieux de connaître son oncle, mais pas impatient de renouer avec lui. Il dit qu'il a toute la famille dont il a besoin maintenant. À travers la fenêtre, Adrien regardait Julien aider Louis à atteindre une branche plus haute. Les 2 garçons travaillaient ensemble avec une facilité qui s'était développée naturellement entre eux. Julien s'était épanoui grâce à la présence constante d'Adrien. Ses résultats scolaires s'étaient améliorés, tout comme sa confiance en lui. Louis, quant à lui, avait trouvé le grand frère dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Quelqu'un qui partageait son amour pour la construction, mais qui avait les moyens de transformer son imagination en réalité. « Adrien, » dit doucement Evelyne, « tu repenses parfois à cette nuit-là ? À ce qui se serait passé si tu avais continué à marcher ?» Adrien réfléchit à la question, comme il l'avait fait à maintes reprises pendant les moments de calme de l'année écoulée. « J'y pense, mais sans regret, même en sachant tout ce qui a suivi, le danger, la violence, les complications, surtout en sachant tout ce qui a suivi. » Adrien lui prit la main, son pouce effleurant l'alliance qui symbolisait les promesses faites et tenues. Cette nuit-là, je rentrais chez moi dans un appartement vide, inquiet à propos des factures que je ne pouvais pas payer, me demandant comment j'allais offrir à Louis la vie qu'il méritait. Et maintenant, je me réveille chaque matin à côté de la femme que j'aime, dans une maison remplie de rires, avec 2 fils qui grandissent pour devenir de bons hommes. J'ai maintenant un travail qui a du sens, une famille qui est plus forte ensemble que nous ne l'étions séparément. Evelyne s'est appuyée contre son épaule et tous 2 ont regardé leur garçon jouer en toute sécurité dans le jardin, où le plus grand danger était les taches d'herbe et les genoux écorchés. La fondation veut financer des programmes similaires dans d'autres villes. Elle a mentionné Detroit, Phoenix, peut-être Atlanta. Ils appellent ça l'initiative Moreau. Adrien a ressenti un mélange familier de fierté et d'humilité. Le fait que son nom soit associé à des programmes qui aident les pères en difficulté lui semblait à la fois naturel et surréaliste, comme une reconnaissance pour avoir simplement fait ce qui devait être fait. En parlant d'initiative, dit Evelyne, avec un sourire qu'Adrien avait appris à reconnaître comme dangereux. J'ai eu une conversation intéressante avec le docteur Martinez hier. Le docteur Martinez, notre médecin de famille, celui qui surveille ma santé depuis qu'on a commencé à parler d'agrandir notre famille. La tasse de café d'Adrien s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Agrandir ? Eh bien, Julien et Louis n'arrêtent pas de poser des questions sur leur petite sœur, et le docteur Martinez pense que je suis en excellente santé pour avoir un autre bébé. La possibilité planait entre eux comme un cadeau qu'aucun des 2 n'avait osé espérer. Adrien avait supposé que leur famille recomposée était complète, que le bonheur qu'ils avaient trouvé était déjà plus que ce qu'il avait le droit d'espérer. Tu veux dire que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on ne les cherche pas, quand on essaie juste de faire ce qu'il faut et qu'on a confiance que tout le reste s'arrangera. Comme s'ils avaient été appelés par leur conversation, Julien et Louis ont fait irruption par la porte arrière, les vêtements tachés d'herbe et à bout de souffle, parlant tous en même temps des techniques d'escalade et de leurs plans pour construire une cabane dans les arbres qui nécessiterait les compétences d'Adrien en matière de construction. « Papa », a dit Louis, utilisant le titre qui faisait encore battre le cœur d'Adrien. « Julien pense qu'il nous faut une échelle de corde, mais je pense qu'un escalier normal serait plus sûr. »« Papa », ajouta Julien, adoptant ce nom aussi naturellement que s'il respirait. On pourrait la construire assez grande pour que notre petite sœur puisse l'utiliser quand elle sera plus grande. Adrien et Evelyne échangèrent un regard par-dessus la tête des garçons, surpris par leur compréhension intuitive de possibilités qui n'avaient pas encore été exprimées à voix haute. « On verra », dit Adrien, en serrant les 2 garçons dans ses bras,
qui sentait le soleil et les aventures de l'enfance. D'abord, vous devez prendre votre douche et votre petit déjeuner, sinon vous serez en retard à l'école. Alors que les garçons montaient les escaliers en courant, se disputant pour savoir qui aurait la salle de bain en premier, Adrien se surprit à penser au robot cassé qui trônait autrefois sur le comptoir de sa cuisine, représentant tout ce qu'il ne pouvait pas offrir à son fils. Désormais, leur maison était remplie de jouets et de livres, et régnait le chaos confortable d'une famille qui s'était construite naturellement, grâce à l'amour et à l'engagement plutôt qu'à l'obligation. « As-tu déjà regretté cette nuit-là » demanda à nouveau Evelyne, sa main cherchant celle d'Adrien à travers la table. Adrien regarda autour de lui dans la cuisine, écouta le rire de son fils résonner à l'étage, sentit le poids de l'alliance d'Evelyne contre sa paume et sourit. « Jamais, répondit-il simplement. Ça m'a ramené à ma vraie vie. » Dehors, la ville se réveillait pour une nouvelle journée ordinaire, remplie de gens faisant des choix qui auraient des répercussions qu'ils ne pouvaient imaginer. Quelque part dans ses profondeurs, un autre père célibataire rentrait chez lui après le boulot. Une autre famille luttait pour construire quelque chose de stable à partir des morceaux de leur situation. Adrien Moreau-Langford avait appris que l'héroïsme n'était pas une question de grands gestes ou de moments dramatiques. Il s'agissait d'avancer quand quelqu'un avait besoin d'aide, de construire quelque chose de mieux à partir des matériaux que la vie offrait, de croire que parfois, le bon choix menait à des récompenses dont on n'aurait jamais osé rêver. La photo de famille sur leur frigo les montrait tous les quatre en train de rire à une blague de Louis pendant la séance photo. C'était l'image parfaite d'une famille imparfaite qui avait trouvé le chemin du bonheur grâce à son courage, son engagement et la simple reconnaissance que certaines choses valaient la peine d'être défendues. Alors qu'Adrien se préparait pour une nouvelle journée de travail importante dans une vie remplie de gens qu'il aimait, il avait en lui la satisfaction tranquille d'un homme qui avait découvert que parfois, les meilleures choses de la vie arrivaient vraiment à ceux qui avaient le courage de se lancer quand ça comptait le plus. Si tu étais à sa place, prendrais-tu le risque de ta vie comme Adrien l'a fait ? Partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.